bonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux encore une fois qui sont déplacés au Carré aujourd'hui. Bonjour aussi à celles et ceux qui nous suivent sur Zoom pour donc, cette deuxième table ronde rattachée au programme de recherche Lima du Carré. Et donc hier, on a déjà eu l'occasion d'échanger avec Romain, Hélène et la troisième personne, c'est Franck, voilà, sur la question du cosmopolitisme. Et donc, on a eu des échanges extrêmement riches aujourd'hui. Et la deuxième table ronde, elle porte donc plutôt sur la question toujours de l'urbanité, mais aussi sur la question de la mobilité et de l'accès au logement, et aussi de l'accès au logement social. Et donc, nous avons aujourd'hui avec nous Anne Penotman, Kamel Doray et Valérie Claire, que vous connaissez déjà si vous suivez les travaux du Carré. Et la modération, nous avons l'honneur de recevoir Pierre Signol qui endossera aujourd'hui ce rôle. Donc, bon débat à vous et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à ceux qui vont intervenir tout à l'heure. Donc, modération. Je vais rappeler donc urbanité, mobilité, accès au logement, vaste programme, pour le moins, dont on ne peut pas commencer à tracer un panorama complet. Donc, je vais me contenter de fournir des cadres généraux, dans lesquels ensuite, j'espère que mes collègues s'inscrivent sans trop de difficultés. Je commencerai par la question de l'accès au logement. Puisqu'en fait, si j'ai bien compris l'idée du séminaire, c'est que les questions d'urbanité et de mobilité sont posées par rapport à l'accès au logement. L'accès au logement, vous le savez, vous le comprenez bien, ce n'est pas une question spécifique au monde arabe, c'est un problème qui concerne toutes les sociétés urbanisées. Mais dans le monde arabe, c'est un problème aigu, d'autant plus aigu que l'on a affaire à des croissances démographiques fortes, à des croissances urbaines encore plus fortes que la croissance démographique, à la fois par suite de la croissance naturelle et de migration relativement intense. Et troisièmement, l'autre facteur qui fait que la demande en logement est forte, c'est qu'il y a eu, à une date que je ne vais pas fixer, parce qu'elle varie selon les États, des changements sociologiques de grande ampleur, en particulier avec la baisse de l'importance de la famille élargie au profit de la famille conjugale, qui fait que beaucoup de jeunes ménages sont à la recherche d'un logement rapidement, plutôt que de rester dans la maison du pater familial. On peut les comprendre. Mais le patriarcat n'est pas mort, donc ça continue à exister. Alors, par rapport à cela, pour les États, la question de l'accès au logement est une question sociale, mais c'est aussi une question éminemment politique. Parce que lorsque les populations sont brimées en ne pouvant pas accéder au logement qu'elles souhaitent, elles mettent en cause de la politique publique, elles mettent en cause la légitimité des États, elles mettent en cause la légitimité des pouvoirs. Donc, depuis l'indépendance, les États ont développé, ont mis en place des politiques publiques de logement social inégales. Des États qui ont fait ça de façon assez massive, d'autres États qui l'ont fait de façon très modeste. Parmi les politiques les plus massives, on connaît le cas de l'Algérie, avec ce qu'on appelait les ZUN, les zones d'habitat, d'urbanisation nouvelle. On connaît les cités nassériennes d'Égypte. En Tunisie, il y a eu des tentatives non négligeables d'opérateurs publics en matière de promotion foncière immobilière pour essayer de fournir des logements en nombre suffisant. De fait, je ne vais pas développer longuement sur ça, mais de fait, l'expérience a montré que aucun État n'avait réussi à fournir une offre suffisante par rapport aux besoins en quantité, encore moins en qualité, c'est-à-dire que les bâtiments fournis sont très, très dégradés, des environnements inachevés, et surtout, en règle générale, l'habitat qui est fabriqué, qui est offert dans ces conditions, est totalement inadapté au mode d'habiter traditionnel. Appartements trop petits, inadaptés aux pièces étroites, donc promiscuité, dégradation, etc., etc. Cet échec a pendant longtemps été nié, mais enfin, il est de fait. Et au moment où
les pays du monde arabe ont été confrontés à la crise financière et que la Banque mondiale et le FMI ont incité beaucoup de ces pays à mettre en place des politiques d'ajustement structurel, les PAS. Cela aboutit à un retrait de l'État d'un certain nombre de secteurs d'action sociale en particulier, et le relais a été généralement pris par la promotion privée. Avec, je pense que Hend en parlera tout à l'heure à propos de la Tunisie, des modalités compliquées, mais souvent de subventionnement par l'État des promoteurs privés ou de facilités fiscales. Mais la promotion privée, elle vend au prix du marché, et même si elle est subventionnée, le prix du marché, même subventionné, fait qu'une bonne partie de la population est exclue du marché. Donc, le segment le plus pauvre de la population, celle qui a le plus besoin d'un logement rapidement, n'y a pas, car il ne peut pas y accéder. Et la situation s'est aggravée depuis quelques années parce qu'avec la hausse absolument accélérée des prix du foncier urbain et la hausse des coûts de construction, même le privé a des prix qui augmentent considérablement, ce qui fait que l'exclusion aujourd'hui touche aussi une partie des classes moyennes. Donc les classes moyennes se retrouvent aussi dans cette situation. Il faut qu'elles trouvent d'autres solutions au logement. Alors, ça, c'est le premier cadre. Le deuxième cadre, c'est qu'il faut préciser, pour que vous compreniez bien un peu la complexité des choses, que de façon générale, l'accès au logement est conçu dans le monde arabe comme un accès à la propriété du sol. D'ailleurs, la location est rarissime. Sauf cas extrême, c'est-à-dire que lorsque les gens arrivent dans une ville où ils n'ont pas de réseau, pas de carré, ils cherchent une location, ils cherchent un abri. Mais ils ne cherchent pas réellement un logement. Le logement, ça demande la propriété sur laquelle on peut construire. Bien sûr, la question est comment j'accède à la propriété, comment j'accède au sol et à quel prix j'accède. On verra tout à l'heure les conséquences sur ce qu'on appelle l'habitat informel. Parce que bien sûr, dans la plupart des cas, c'est informel, entre deux guillemets, hein, parce que j'ai déjà dit par ailleurs, mais je ne vais pas répondre d'ailleurs, que je ne partageais pas l'utilisation de ce terme. C'est pour ça que l'on bon. Alors voilà par rapport à ce cas. Par rapport à cela, je dirais le deuxième point que j'aborderai, c'est les mobilités. Pourquoi? Parce qu'accéder au logement, ça veut dire qu'on est dans un lieu, enfin, on cherche un logement, donc il y a une mobilité. Les mobilités, je les ai classées en deux types. Il y a les mobilités centripètes et les mobilités centrifuges. Elles n'ont pas de même nature, bien sûr, elles n'ont pas les mêmes causes, elles n'ont pas les mêmes effets. Historiquement, les mobilités centripètes, c'est-à-dire des campagnes, en gros, et les villes, sont massives. Les mobilités centrifuges, elles sont relativement récentes, on va dire à partir du milieu des années 70, pour les pays que je connais. Mais aujourd'hui, sont telles qu'elles sont majoritaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiellement de ces mobilités, c'est des gens qui sont déjà installés en ville et qui cherchent un logement à l'extérieur. L'exode rural existe toujours, mais il a baissé en intensité et il n'est plus massif. Alors, il faudra nuancer, si chacun veut apporter sa pierre à ça, c'est... Alors, parmi les mobilités centripèdes, la plus connue, c'est l'exode rural, donc je ne cite pas longtemps, mais c'est quand même lui qui a porté des masses des milliers de personnes vers les villes depuis, en gros, les années 1930 sur les pays, les côtés. Et les modalités d'accès à l'habitat pour ces personnes ont été de deux types. Dans un cas, les premiers migrants, surtout quand ils étaient jeunes, célibataires, enfin hommes, etc., ils ont cherché à s'insérer dans la ville en investissant les médinas et les centres historiques, parce que culturellement, socialement, sociologiquement, c'était là où ils pouvaient aller. Le reste de la ville était raciste, ségrégatif, et il n'était pas question qu'ils y aillent. Et donc, ils ont généralement abouti à un processus qu'on connaît tous, de densification des médinas, de prolétarisation des médinas, de dégradation du cadre bâti, de stigmatisation, bien sûr, par les gens qui y habitaient déjà, en les rendant responsables de tout cela, au point que, moi, mes collègues tunisiens, à l'époque des années 70, avec un collègue allemand qui s'appelait Didier Kerr, alors Romain n'est pas là, mais il connaissait bien, ont écrit un gros article qui avait eu beaucoup de renommée à l'époque, qui était à propos de la Médina de Tunis, il parlait de la bidonvillisation de la Médina. Je me suis toujours engagé avec ce propos, mais les autres, bidonvillisation de la Médina. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Premier processus. Deuxième processus, encore plus connu, les migrants
qui ne pouvaient plus trouver de place dans les mines insaturées, ils sont allés fabriquer des bidonvilles. Il y en a toutes les tailles, tous les niveaux, parfois des bidonvilles énormes à Casablanca, les grands bidonvilles, le TMC, franchement, c'était plusieurs milliers de baraques. Et ces bidonvilles étaient périphériques aux portes de la ville, souvent à proximité des lieux d'emploi, dans des sites non urbanisables, des ravins, des cimetières, des décharges, des terrains marécageux, les bords de cette crâne. Et ces bidonvilles donc, ont peuplé dans des migrants ruraux à l'origine, ensuite évolué, se sont durcifiés, ils se sont équipés parfois avec de l'eau, des branchements illégaux pour l'électricité, les contenus sociaux se sont diversifiés aussi, et surtout, ils sont passés d'un statut de marge urbaine, ils sont passés d'un statut de marge urbaine à un statut de quartier péricentraux, je crois que tu en parles, et aujourd'hui, les vieux bidonvilles, les bidonvilles des années 60, 50, 60, sont plein tissu urbain, ils sont au cœur de la ville. Et donc, ils deviennent, j'anticipe un peu sur la vie, des enjeux de l'aménagement urbain fondamentaux, parce qu'ils sont sur des terrains que désormais n'étaient pas urbanisables il y a 40 ans, mais qui sont aujourd'hui qui ont des valeurs foncières considérables. Et donc, les pouvoirs publics ont dans le collimateur ces quartiers qui sont à la fois inacceptables au point de vue soi-disant social, politique, foyers d'islamistes, et en plus qui sont sur des terrains qui valent bonbons, sur lesquels on peut faire des bénéfices. Donc ça, c'est les deux grands. Alors, l'exode rural continue. Dans certaines villes, les bidonvilles continuent, même si c'est dans des proportions grandes, mais à Casablanca, chaque fois que je vais faire un tour dans les périphéries de Casablanca, on voit des foyers de bidonvilles qui apparaissent. À côté de ça, il y a des mobilités centrifuges. Alors, pour moi, les mobilités centrifuges, elles sont là aussi de deux types. Premier type, c'est que les personnes qui étaient installées en ville, alors je parle essentiellement des catégories populaires, soit d'ailleurs dans les médinas, soit dans les bidonvilles. Au bout d'un certain moment, et pour des raisons que je ne vais pas développer, ils construisent des stratégies résidentielles dans lesquelles ils intègrent l'accès à un nouveau logement. C'est-à-dire c'est une stratégie, c'est un choix. Bien sûr, selon les configurations des villes spatiales et le capital culturel et social des habitants, ces stratégies, elles sont plus ou moins libres ou plus ou moins contraintes, bien sûr. Alors, mais en gros, ça consiste toujours à chercher une parcelle de terrain à l'extérieur de la ville, qu'on négocie avec des promoteurs fonciers et immobiliers clandestins, c'est-à-dire qu'ils produisent hors du cadre réglementaire de la production urbaine, pour les acheter à bas prix. Ce sont des parcelles qui, presque toujours, sont plus petites que le nécessite le permis de construire, et donc les gens n'ont jamais des permis de construire. Donc on est sur des terrains qui ont été achetés, dont ils sont propriétaires, qu'ils ne peuvent pas faire régulariser, généralement, mais les constructions sont illégales. C'est l'accès, c'est comme ça que se fait l'accès au foncier, et sur ces parcelles, on fait de l'autoconstruction, et on produit son logement. On est autoproduction de son logement. Alors, selon les revenus des gens, ben, c'est des parcelles qui donnent naissance à des petites baraques ou à un peu d'une pièce en parpaing. Quand on l'étend, on l'améliore, on la reconstruit. Quand les gosses arrivent, on fait des pièces supplémentaires. Ce qui explique d'ailleurs que pour beaucoup de citadins qui dénigrent ces quartiers, ils vous racontent que on ne peut pas vivre dans ces quartiers. C'est les quartiers informels, c'est des chantiers permanents. Toujours des chantiers, il y a toujours des tas de sable, des tas de petits, des bétonnières, etc., des tringles de fer, tout dans tous les sens. La deuxième modalité du centrifuge, elle est plus perverse, enfin plus perverse, plus grave. C'est que il y a depuis des années, les quartiers de ce type, en particulier les bidonvilles, ont été l'objet de politiques d'éradication. La politique d'habitat des États a consisté à l'éradication des bidonvilles pendant longtemps. C'est ce qu'on appelait la politique du bulldozer. Donc, c'était un moyen très simple. On rasait les bidonvilles, éventuellement manu militari, il y avait des forces militaires, il y avait des morts. En Algérie, on avait inventé le truc, comme les habitants des bidonvilles étaient des ruraux, on pouvait les renvoyer à d'origine, hein. On mettait des camions militaires, on les renvoyait à 2000 km. On s'apercevait d'ailleurs que les gens étaient partis depuis tellement longtemps qu'ils n'étaient plus du tout de là, ils connaissaient personne. Donc, 15 jours après, ils étaient revenus à Alger.
dans notre bidonville. Et cette politique des bidonvilles, d'éradication, elle s'est un peu atténuée. Alors pareil, hein, ça varie selon les pays, les époques, etc., mais elle s'est un peu atténuée à partir du moment où la Banque mondiale et des ONG ont développé l'idée que c'était plus pertinent de procéder à ce qu'on appelle la réhabilitation in situ des bidonvilles, donc en faisant des parcelles, en améliorant, en détruisant peut-être certaines baraques, en conservant les anciennes, et en améliorant l'ensemble, en l'équipant. Dans ce cas-là, la réhabilitation des bidonvilles, elle se fait sur place. Donc on peut déplacer des habitants peut-être le temps des travaux, ils peuvent revenir, mais ça a duré un temps. Aujourd'hui, c'est plutôt une politique qui est sur les ténoirs, même si parfois on la voit surgir ailleurs. Alors, avec la période du néolibéralisme, je vais dire, on est passé à un stade autre, c'est-à-dire on est passé à un retour des politiques de destruction. Cette fois-ci, avec non pas réhabilitation sur place, mais l'État fait ce qu'on appelle des cités de recasement, c'est-à-dire il va faire des grands ensembles en périphérie urbaine, avec des procédures pour que les habitants des bidonvilles détruits puissent retrouver un toit. Bon, pareil, les modalités sont compliquées. Ou bien, plus récemment encore, la nouvelle mode, par exemple au Maroc ou en Algérie, d'ailleurs, ça a été des villes nouvelles. Des villes nouvelles. Tout le monde croit que les villes nouvelles marocaines, c'est Cergy-Pontoise. Les villes nouvelles marocaines, c'est les villes nouvelles algériennes comme Ali Menjini à Constantine, c'est le relogement de tous les bidonvilles qu'on a voulu détruire. Donc, bon, vous pouvez développer là-dessus une autre fois. Bon, voilà. Alors, ces modalités de logement font que ces modalités d'accès au logement font que les gens sont complètement forcés. Il n'y a pas de négociation. C'est des mobilités forcées. Des lieux d'affectation forcés dans des espaces qui sont très éloignés du centre-ville et dans des conditions de vie qui sont sans transport, sans travail sur place. Donc, les habitants qui sont là, le bidonvillois, lui, il travaille au sud du marché central dans la ville, il faut qu'il fasse 40 km pour y aller. Et donc, avec des frustrations, des complexités très, très grandes de ces situations-là, socialement. Et donc, avec des tensions. Il y a des tensions au moment de la destruction des quartiers, il y a des tensions au moment de l'attribution des logements, il y a des tensions après, au moment du relogement et de la vie dans les nouveaux quartiers. Dernier point, je suis ultra sommaire, hein. Dernier point, les urbanités. L'habitat informel, dont j'ai vaguement expliqué le processus, est un habitat qui a toujours été considéré comme un chantre urbain. Critiqué à la fois par les vieux citadins, les notabilités traditionnelles de la ville, par les élites politiques, considéré comme absolument intenable, ingérable et inadmissible par les urbanistes, que j'appellerais les technocrates de l'urbain, qui n'ont qu'un rêve, c'est de le détruire. C'est-à-dire qu'il y a l'idée forte de tous ces groupes sociaux-là, y compris des citadins de classe moyenne, hein, c'est un chantre. Les quartiers sont des chantres, parce qu'ils ne sont pas beaux. Quand un architecte vous dit qu'il faut détruire le quartier parce qu'il n'est pas beau, et que vous allez voir les quartiers qui sont construits, bon, d'accord, je dis qu'il pourrait détruire les leurs d'abord. C'est pas beau, c'est peuplé par des racailles, c'est peuplé par des gens qui n'ont pas les codes culturels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urbanité. Pour eux, il y a un déni de ville, ces quartiers sont un déni de la ville, il n'y a pas d'urbanité. En disant ça, ils disent aussi que les gens qui y habitent ne sont pas des citadins. Ce n'est pas comme déni du quartier, c'est le déni des gens qui sont dedans. Et le déni de citadinité, bon, moi je ne vais pas rentrer dans le débat, mais pour moi, l'urbanité, comme la ville, ça s'applique au tissu urbain, à la ville, en matériel. La citadinité, c'est une caractéristique habitante, individuelle. Et ça s'acquiert. Les gens qui sont en ville depuis 40 ans, par le processus de citadisation, ils apprennent l'école, hein, ils apprennent de la ville, ils apprennent l'école, ils fabriquent des réseaux, ils naviguent dans la ville aussi bien que le citadin de souche. Hein. Pour beaucoup de gens, ils ne sont pas citadins. Et quand on dit qu'il y a déni de citadinité, de plus en plus, au fur et à mesure que les situations politiques dans les pays évoluent, ça veut dire aussi qu'il y a des déni de citoyenneté. Et on refuse, ces gens-là, d'être des acteurs normaux de la vie démocratique, de la vie politique des pays dans lesquels ils sont.
Je pense qu'elle en parlera un peu, parce qu'en Tunisie, elle a suivi de première loge des politiques un peu de décentralisation et de municipalisation du territoire, qui était un projet politique fort. Donc, voilà. Donc, la question de l'urbanité, elle est très liée, pour moi, aux modalités de fabrication de la ville, donc aux modalités de l'accès au logement pour les masses, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres pour tous les pays, mais en gros, dans les pays que je connais, plus de 50% des constructions, c'est de l'habitat informel. Étant entendu que, par exemple, dans les pays où il y a eu les révolutions, entre guillemets, hein, trois guillemets, il y a eu explosion complètement de l'habitat informel, parce qu'il n'y avait plus de contrôle étatique, il n'y avait plus de contrôle municipal, il n'y avait plus rien. Les gens ont sauté sur l'occasion, ils sont allés accaparer les terrains dans tous les sens. Bon, voilà, j'ai fini. Alors, par rapport à ça, on a 3 interventions qui vont éclairer un peu certains aspects du problème. Donc, d'une part, End Ben Osman, qui est architecte urbaniste à Tunis, qui est chercheur associé ou détaché à l'IRMC, à l'Institut de recherche du Maghreb contemporain, et qui a travaillé sur des quartiers, sur des grandes opérations de projets urbains, dont je n'ai pas parlé des projets urbains, à Tunis. Elle a ensuite été conseillère ou experte, je ne sais pas quoi, auprès du ministère de la décentralisation, de l'équipement, etc. Donc, quand même, au point sur les réformes principales engagées en Tunisie, elle va nous faire un peu le point sur les hésitations de la politique en faveur de l'habitat social à Tunis. Je donnerai la parole après à Kamel Doral, qui est un grand spécialiste des camps de réfugiés, dont je n'ai pas parlé à mon exposé, je l'ai sauté. Mais je t'ai évoqué quand même. En tant que, bon, voilà, vous avez expliqué en quoi les camps sont effectivement des modalités d'exception d'installation de personnes chassées manu militari de leur pays en général, et comment ces camps, qui étaient presque extraterritoriaux, hein, quand ils ont été créés, se sont progressivement transformés, un peu comme je l'ai décrit pour les bidonvilles, sont progressivement transformés, diversifiés, devenus des polarités, des centres d'attraction, et se sont surtout progressivement intégrés dans la ville, au point que, quand on ne connaît pas, on passe d'un quartier urbain à un camp sans savoir qu'on est passé dans un camp. C'est le drapeau de l'OLP qui reste encore, mais c'est que c'est un camp de l'OLP. On terminera par Valérie Claire. Ah, je n'ai pas dit que tu étais géographe. Tu étais géographe, hein? Oui, tout à fait. Ça, hein, tout à fait. Géographe. Et scénariste. Tout à fait. Affecté à Migrinter à l'université de Poitiers, une université qui m'est chère, puisque j'ai débuté mes fonctions en France à Poitiers. Et ensuite Valérie Claire, donc, qui est chercheur urbaniste, architecte. J'ai dénigré les architectes, donc je te rends cette qualité. Chercheur à l'IRD, et qui a travaillé sur plein de choses, sur le Liban, au Cambodge, en Birmanie, et depuis quelques années en Syrie, et qui, je crois, va nous présenter quelque chose qui est le plus gai de ce qu'on va voir, qui sont les politiques de restructuration des quartiers urbains en Syrie, hein, on peut les appeler comme ça, et comment, à l'occasion de cette sous le prétexte de la restructuration urbaine, comment le gouvernement syrien actuel, le pouvoir syrien actuel, procède à une sorte d'épuration politique, hein, et pas ethnique, mais politique, de ségrégation, d'épuration, et récupère le foncier pour des opérations, et modifie en quelque sorte la structure foncière du pays pour ses intérêts. Voilà, c'est fini. Merci de m'avoir prêté attention. Bon. Ah, bon. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Je remercie le CAREP et spécialement Isabelle pour cette invitation, pour pouvoir discuter avec mes collègues de sujets qui nous intéressent de près. Moi, pour ma part, je vais centrer, comme a dit Pierre, mon intervention sur les politiques de logement social post-2011. Cette intervention s'inscrit à la suite d'un article de mes recherches, d'abord sur les politiques de l'habitat ces 40 dernières années, et suite à un article que j'ai coécrit avec mon collègue Yassine Turki, qui vient de paraître dans le numéro Naqd, donc sur les politiques de logement social au Maghreb, Mashrek et dans le sud global,
où il était, et Valérie aussi, je pense que tu as un article, voilà, comme l'a dit Pierre, et qui s'intéressait pour notre part aux politiques de logement et de l'habitat en Tunisie les 40 dernières années, que nous avons essayé de réinterroger à l'aune des changements politiques, économiques et sociaux des 40 dernières années. Donc, le numéro piloté par... Et le numéro, bien sûr, piloté, excuse-moi Pierre, par Pierre Signol et Rachid Sidi Boumediene. Donc, que je remercie pour les relectures et très attentives. Donc, comme je le disais, merci Pierre pour l'introduction, parce que ça va me permettre d'aller un peu vite. Je sais qu'on est un peu pressé par le temps. La Tunisie, comme les autres capitales du Maghreb, ont connu plusieurs changements ces 40 dernières années. Après une première période, des années 70-90, qui a été marquée plutôt où l'État était le principal acteur producteur de logements à travers ses opérateurs publics fonciers immobiliers. Cette période a été suivie par une période de libéralisation des marchés fonciers immobiliers en Tunisie, notamment avec la décharge de l'État en faveur des acteurs privés, notamment les promoteurs immobiliers, et l'avènement des grands projets urbains internationaux que Pierre-Arnaud Bartel avait largement analysé dans ses recherches, entre autres sur la Tunisie. Donc, ce tournant libéral a induit des changements notables dans les marchés fonciers immobiliers en Tunisie, et s'est accompagné d'une part par une exacerbation des enjeux autour du sol urbain en Tunisie, avec une exclusion bien sûr des populations les plus précaires et une concurrence accrue entre les opérateurs publics et privés qui se trouvent un peu à la marge de ce marché. Et d'autre part, la suite, c'est une aggravation des disparités socio-spatiales déjà marquées dans les années 70, avec l'exclusion des populations les plus précaires du marché officiel du logement, et depuis la fin des années 2010, les strates même inférieures des classes moyennes qui se trouvent reléguées dans des marges urbaines de plus en plus éloignées, et qui investissent des terrains agricoles à la marge des grandes villes ou dans les zones rurales. Donc, l'État, avant 2011, et afin d'apaiser les différentes tensions sociales qui risquaient justement de remettre en question sa légitimité, l'État a favorisé une politique de rattrapage. Comme l'a souligné Pierre tout à l'heure, c'était plutôt pas une politique de production de logement social, mais plutôt une politique de réhabilitation des quartiers non réglementaires qui était financée par la Banque mondiale et l'AFD. Et ça a donné suite à la réhabilitation de milliers de quartiers à la périphérie des grandes villes tunisiennes, avec une incapacité, bien sûr, des opérateurs publics et privés de répondre à la demande croissante en logement. Le climat tendu de la fin des années 2010 a été marqué par les soulèvements populaires de 2011, d'abord dans les régions qui ont été laissées pour compte, puis ça a été relayé dans les autres régions de la Tunisie, avec des revendications qui justement dénonçaient cette injustice sociale et l'inégalité dans l'accès dans les régions en termes d'accès aux services urbains, d'accès aux investissements et au logement notamment. Et ces soulèvements ont mené à un changement de régime politique, comme on le sait, avec des élections législatives et une succession de gouvernements ces 10 dernières années. Donc, dans ce contexte justement de forte demande sociale, la question qu'on s'est posée, c'est comment les gouvernements successifs ont géré ces fortes attentes populaires pour ce qui est de l'accès au logement et la régularisation de la situation de l'habitat non réglementaire. Donc, on va centrer le propos surtout sur le programme de logements sociaux qui a été mis en place par le gouvernement porté par Nahda, qui illustre bien les enjeux qui se nouent autour de l'accès au logement et met en exergue justement les différentes modalités de régulation. Donc, les 10 dernières années, comme nous l'avons souligné, ont été marquées par une prolifération de l'habitat non réglementaire en Tunisie pour 2 raisons essentielles. La première, d'abord, elle correspond à la perte de légitimité des acteurs locaux avec la mise en place de délégations spéciales au lieu des communes, donc des conseils élus, et qui n'avaient pas justement la légitimité ni la marge de manœuvre
pour stopper l'avancement de l'habitat non réglementaire avec un relâchement des contrôles sur ce genre d'installation. La deuxième, qui me paraît la plus importante, elle est due au transfert de la police municipale des communes, de l'autorité des communes, vers le ministère de l'Intérieur en 2013. Et donc, ce qui a privé les communes de l'instrument d'exécution, justement, des arrêtés de démolition ou d'arrêt des travaux. Face donc aux fortes attentes des populations laissées pour compte jusqu'à maintenant et de revendications, les gouvernements qui étaient en place les 10 dernières années ont répondu à travers plusieurs modalités. D'abord, ils ont repris les programmes de réhabilitation des quartiers non réglementaires, financés d'ailleurs par la Banque mondiale et l'AFD encore une fois, mais avec une adaptation au contexte de décentralisation, c'est-à-dire que les municipalités sont plus impliquées dans la mise en œuvre de ces programmes, vu qu'il y a eu un transfert de compétences du centre vers les communes à partir de 2018 et avec un appel à manifestation qui engageait les communes dans ces travaux de réhabilitation et des modalités de participation des citoyens qui étaient là pour justement apaiser les fortes tensions sociales qui émanaient des habitants de ces quartiers non réglementaires. Ensuite, il y a eu une régularisation des situations foncières des occupants des terres étatiques. Mais ça, c'est plus récent, donc nous n'avons pas assez de recul pour évaluer cette politique. Et enfin, la mise en place du programme spécifique de logements sociaux qui est porté par le gouvernement, justement, élu en 2011 par NAF. Donc, les politiques sociales, justement, et particulièrement celles de l'habitat, ont été annoncées par NAF comme devant être le fer de lance de sa politique. Et donc, l'accès au logement était l'axe stratégique qui dominait. Donc, ça a été traduit rapidement en 2012 par la nomination d'une secrétaire d'État à l'habitat qui a mis en place le programme de logement social, justement. C'est un programme très ambitieux de 30 000 logements à mettre en place en 3 années. Mais ce qui est important à souligner, c'est que ce programme ne figurait pas du tout dans la stratégie du ministère. Donc, il s'inscrivait de manière ad hoc par rapport à la stratégie du ministère, sans vision stratégique ni modalité claire d'opérationnalisation, avec des effets d'annonce très médiatisés en 2012 dans un contexte d'élection avec plusieurs mesures dérogatoires pour sa mise en œuvre. Donc, rapidement, ce programme se décline en 2 composantes. Une première composante qui a consisté à la démolition des logements rudimentaires, c'est-à-dire les grottes et les gourbis, et leur remplacement par de nouveaux logements in situ. Elle a porté sur 10 000 logements, dont près de la moitié ont été livrés courant 2021, et c'était entièrement financé par l'État pour ce volet. La deuxième composante, par contre, elle correspond à la construction à la vente de logements et de lots sociaux à travers l'exploitation justement des rares opportunités foncières du domaine privé de l'État. Le chiffre avancé était de 20 000 logements en 2012 à livrer en 3 ans et c'était moyennant des fonds répartis entre l'État tunisien, l'État du Qatar et un prêt de fonds saoudiens pour l'investissement. Donc, rapidement, je ne vais pas m'attarder sur les différents acteurs qui ont été mobilisés pour ce programme. Les différents opérateurs publics ont été mobilisés, à savoir l'Agence foncière de l'habitat, les sociétés de promotion des logements sociaux en Tunisie. Mais le problème que ça posait, c'est que c'était sans réelle feuille de route, c'était des actions ponctuelles par des sollicitations à des situations d'urgence. Et ça ne s'inscrivait pas forcément dans les plans d'action de ces opérateurs avec un chevauchement rapporté par les opérateurs dans leurs compétences. L'agence de réhabilitation, par exemple, se convertissant en promoteur immobilier ou en lotisseur. Donc, d'où le manque de vision dans la mise en place de ce programme. Les promoteurs immobiliers ont adhéré, bien sûr, parce que c'était un programme sur la base de listes de bénéficiaires, donc ils étaient sûrs d'écouler leur logement. Par contre, les entrepreneurs qui devaient reconstruire in situ les logements rudimentaires n'ont pas adhéré parce que c'était dans des régions très reculées qui n'étaient pas desservies par les infrastructures, très dispersées dans les zones rurales
et donc les économies d'échelle n'étaient pas possibles et il y a eu la mise en place de dérogations avec un appel au tâcheron et à l'autoconstruction. C'est ce qui explique entre autres les retards du programme. Bon, les objectifs ambitieux, certes, 30 000 logements en 3 ans, mais et d'ailleurs, on n'en est pas encore là, on n'est même pas à la moitié des réalisations, mais ça n'en laissait pas moins pendante la question du nombre final de bénéficiaires, justement, qui va être forcément en deçà des attentes des populations. Les appels à candidature dans les régions font état dans les commissions régionales de 234 000 ménages qui sont en attente de logement social, alors que la première tranche du programme de logement social prévoit la livraison de 13 500 logements, ce qui correspond à moins de 6% de la demande réelle, bien sûr. Et ça pose la question de la sélection de ces bénéficiaires par les commissions régionales. Donc, pour la première composante qui est relative à la démolition des logements rudimentaires, les principaux bénéficiaires donc, sont les familles qui habitent dans un logement rudimentaire, ou ROT ou OURBI, avec un classement selon des critères sociaux définis. Mais un décret qui a été pris ultérieurement en 2013 a élargi justement le champ des bénéficiaires aux familles des victimes de la Révolution, qui occupent un logement rudimentaire en leur donnant carrément la priorité d'accès aux listes. Et la priorité a également été attribuée plus tard aux familles des agents de corps de l'armée, de la police et de la douane qui étaient tués dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans des actes d'attentats terroristes. Et cette action, selon nous, visait à élargir justement le spectre des soutiens aux nouveaux pouvoirs en place, en privilégiant justement ces groupes fortement médiatisés. Pour la composante 2 qui prévoit la construction de logements sociaux, donc de 50 mètres carrés pour les logements individuels et 75 mètres carrés pour les logements collectifs, les bénéficiaires potentiellement éligibles sont des familles dont les revenus sont moins que 3 fois le SMIC, qui ne possèdent pas un logement, bien sûr. Ils ont été classés en 3 catégories selon leurs revenus et qui conditionnent justement les aides de l'État au financement de ces logements, qui peut aller jusqu'à 50% du prix du logement. Le reste étant pris en charge par les bénéficiaires eux-mêmes, par un système de location-vente qui a déjà été mis en place dans les années 70, via des prêts sans intérêt et remboursables entre 15 et 25 ans. Donc, ça laisse quand même la latitude pour l'accès au logement à ces populations. Et le prix des logements, ça c'est intéressant, a été plafonné à 15 000 € pour les logements individuels et 20 000 € pour les logements collectifs, ce qui est largement en dessous des prix pratiqués dans le marché en Tunisie. Quid donc de la sélection de ces bénéficiaires? Il y a eu bien sûr la mise en place de commissions régionales et nationales qui regroupaient les différents ministères, donc ministère des Affaires sociales, ministère des Finances, les différents ministères qui pouvaient faciliter la mise en place et la vérification, surtout des informations données par les bénéficiaires potentiels. Les commissions techniques, justement, garantissaient la transparence de ces listes, de la mise en place de ces listes, avec un système de scoring qui est informatisé, qui a été mis en place. Mais ces commissions techniques transmettaient après ces listes aux commissions régionales. Et force est de constater que malgré le système qui est mis en place, 9 ans pratiquement après le lancement du programme, les listes tardent à être établies de manière définitive. Elles n'ont pas été encore affichées dans la majorité des régions, à quelques rares exceptions. Ceci s'explique justement par les multiples pressions qui sont subies, disons, par les commissions régionales, qui sont présidées par les gouverneurs des régions et où siègent aussi les députés des différents partis politiques. Donc, d'où l'enjeu de légitimation justement de ces acteurs régionaux et face aux fortes attentes justement de ces populations laissées pour compte. L'enjeu donc que représente la distribution de ces logements est un enjeu central pour les partis politiques justement, étant donné que le nombre de bénéficiaires est extrêmement réduit. Donc on est à 1500 logements pour 10 000 demandes par région. Et ce retard d'attribution, justement, fait qu'il y a des logements qui sont prêts depuis 2015 et qui n'ont pas été encore livrés. Oui. Et il y a des logements qui ont été squattés
justement par des populations qui étaient en forte attente et qui ont été un peu détériorées, qui ont dû être remis en œuvre par les opérateurs publics. Donc, une analyse rapide, et je termine sur ça, Pierre, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Je termine. Des différents ajustements, justement, qui ont été apportés par le programme qui a été mis à la hâte, permet de souligner 2 éléments. Donc, le premier, c'est que le caractère justement précipité de l'annonce du programme de logements sociaux par le gouvernement porté par Narda, sans réelle préparation et sans mesures opérationnelles, explique le retard. Les difficultés justement de mise en œuvre a amené les responsables du projet à recourir à différentes dérogations. J'insisterai sur 2 éléments des mesures exceptionnelles. D'abord, face aux difficultés de mobilisation du foncier et du coût élevé justement d'acquisition des terrains, une loi a été promulguée en 2013 qui donne la possibilité de changer la vocation des terres agricoles en terres urbaines et le statut des terres justement appartenant aussi au domaine forestier. Donc, ça a donné lieu à la dilapidation donc, quand même d'un capital de terres agricoles. Elle a donné aussi le droit de passer outre les procédures de permis de démolir et de construire dans le cadre du programme. La loi de finances aussi a donné la possibilité de diriger les constructions de remplacement sur des terrains domaniaux qui ont été cédés au dinar symbolique aux différents opérateurs et conseils régionaux. Donc, plus de 36 hectares ont fait l'objet justement de vente à un prix symbolique aux différents opérateurs pour pouvoir mettre en place justement ce programme qui était difficile à opérationnaliser parce qu'il n'a pas été basé sur une vision stratégique. Pour finir, les résultats de ce programme, si la première composante elle a pu être menée relativement bien à 80% parce qu'elle ne nécessitait pas justement mobilisation de foncier, ça se faisait in situ. La deuxième composante, par contre, malgré les différentes dérogations, tarde à être mise en place avec seulement 8400 logements qui sont en stade de finalisation. On est très très loin du nombre annoncé. Donc, pour conclure, je dirais juste que la priorité justement des gouvernements qui se sont succédés depuis 2011 a été de répondre à des revendications d'accès au logement de la part de populations précaires, avec une programmation au gré des opportunités foncières, avec des financements extérieurs, moyennant multiples formes de dérogation, donc sans vision stratégique claire. Et ça représentait justement pour le parti au pouvoir l'avantage d'avoir une certaine visibilité dans une période post-révolutionnaire quand même qui est marquée par le renouvellement de la classe politique et un besoin d'élargissement de sa base électorale. Donc je finirai sur ça. Il y a eu bien sûr une stratégie de l'habitat en 2014 qui a été tentée d'être mise en place, malheureusement sans un portage politique fort, étant donné l'instabilité des gouvernements successifs. Elle ambitionnait la production de logements abordables, mais malheureusement, on est encore en stade d'élaboration. Donc voilà, je vous remercie. Les logements abordables sont en voie d'abordage. Voilà. On les aura plus tard. Est-ce que vous voulez prendre des questions dessus ou on écoute d'abord les 2 autres intervenants? On écoute et on prend. C'est comme vous voulez. Hein. On écoute. Allez, Kamel. Si je dois regarder je vais du coup me décaler. Tu vois, à droite, oui, plutôt parce que du coup, sinon, je ne vais pas pouvoir voir la protection, donc je ne saurais pas ce que je projette. Donc, je ne passe pas la fibre. Ça va. Très bien. Non, vas-y. Regarde, Non, mais je me vois là, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, de me donner l'occasion de pouvoir présenter ces travaux ici au CAREP. Je suis vraiment très content d'avoir l'occasion d'échanger avec mes collègues sur des sujets qui se recoupent, mais nous avons des points de vue extrêmement différents. C'est ça, je crois, qui est relativement intéressant. En tout cas, par rapport à ce qui a été dit précédemment, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vraiment, dirons-nous, la situation tunisienne, mais en creux. Ça veut dire qu'on est vraiment aujourd'hui dans l'absence totale de l'État, ou en tout cas dans des formes extrêmement précaires de présence de l'État, et en tout cas dans le creux des politiques
puisque la question de l'accès de la population, des populations réfugiées au Proche-Orient se fait en dehors ou à la marge des politiques qui sont mises en place par les États d'accueil. Et je vais me centrer principalement sur deux pays. Je vais me centrer sur le Liban et la Jordanie, qui sont deux pays qui accueillent un très grand nombre de réfugiés. Alors, en guise d'introduction, quelques éléments rapides qui, je crois, permettent de mieux comprendre le contexte dans lequel on se situe. Le Liban, c'est à peu près 4 à 5 millions d'habitants. On n'a pas eu de recensement depuis 1932, mais en tout cas, on estime à peu près la population entre 4 et 5 millions. Et en gros, si on prend la crise syrienne actuelle en excluant les crises précédentes, qui étaient les crises palestiniennes et irakiennes, on a environ 1 million de réfugiés syriens sur une population de 4 millions. Donc on est sur des proportions qui sont extrêmement élevées. Donc il faut bien avoir en tête que la question de l'accès au logement, ça concerne du coup en quelques années, puisque les migrations ont débuté en 2012 et sont globalement décru très fortement à partir de 2014, c'est-à-dire qu'en 2 ou 3 ans, on a 20 à 25% de population qui viennent s'installer, principalement dans les espaces urbains. Et donc, du coup, c'est une capacité de transformation, évidemment, d'absorption pour ces États qui est extrêmement complexe, d'autant plus qu'il n'y a pas de politique de logement au Liban. La Jordanie se retrouve dans une situation un petit peu similaire, bien que les chiffres soient un peu moindres. On a 600 à 700 000 réfugiés syriens qui sont installés pour un pays qui fait à peu près 9 millions d'habitants, en gros, au dernier recensement. Mais ça constitue quand même 7-8% de la population qui subitement arrive sur des pas de temps extrêmement courts, avec plusieurs milliers d'arrivées quotidiennes. Donc il faut bien prendre en compte que la question du logement, de l'accès à la ville et de l'installation de ces populations, elle s'inscrit dans une logique d'urgence, et dans une logique évidemment très fortement humanitaire, puisqu'on a des populations extrêmement démunies, pour la plupart qui ont très très peu de ressources avec elles, qui quittent de façon forcée un État en guerre. Et donc, on a vraiment une question de précarité extrêmement forte qui vient, dirons-nous, permettre de comprendre cette situation. Mais je crois qu'il fallait bien penser ces échelles, parce que très souvent on le pense, en tout cas d'un point de vue en Europe, on le pense très souvent à partir des chiffres européens, mais il faut bien s'imaginer que la crise, ou en tout cas celle qui a été nommée crise de l'accueil des réfugiés en 2015, a concerné 750 000 personnes à peu près pour une population européenne de plus de 500 millions. Et là, on parle d'1 million de personnes sur un pays de 4 millions. Donc les enjeux sont rigoureusement différents. Il faut bien l'avoir en tête que malgré tout ce qu'on peut critiquer sur les modalités de l'accueil des réfugiés dans les pays limitrophes de la Syrie, comme le Liban ou comme la Jordanie, les défis que ces pays doivent relever sont extrêmement importants. Et qu'il y a peu d'États qui seraient capables de relever de tels défis sur des délais aussi courts, avec aussi peu, au final, de tension, en tout cas avec un niveau de tension qui est quand même relativement limité par rapport à l'ampleur des flux. Alors, ça, c'est la situation, dirons-nous, ça, c'est la situation... Ah oui, c'est bon, voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle que je voulais vous décrire, mais je voulais juste revenir un petit peu en arrière, un tout petit retour historique qui permet peut-être de cadrer, en quelque sorte, les propos plus actuels, mais on a des cartes, donc en 1958 et puis en 2003, mais la situation n'a pas énormément changé. Vous le voyez, ce sont les camps palestiniens, on a plus d'une cinquantaine qui continuent d'exister, qui ont quasiment 75 ans d'existence aujourd'hui. Et on le voit ce que ça représente, c'est-à-dire que quand on parle de camps de réfugiés au Proche-Orient, on parle d'énormément, on parle de millions de personnes qui sont installées depuis des dizaines d'années dans des espaces qui progressivement se sont urbanisés, et ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc c'est une réalité historique très très forte, et c'est une réalité urbaine qui est absolument incontestable dans la région. On ne peut pas étudier le développement urbain de ces régions sans prendre en compte la dimension des camps, et comme vous pouvez le voir dans la plupart des pays, les camps se situent à proximité ou à l'intérieur des principales agglomérations. Donc on voit ça, c'est quelque chose d'extrêmement marquant. On n'est pas sur des camps ruraux, lointains, déconnectés des espaces urbains, mais vraiment les camps se situent au cœur des villes, et j'y reviendrai tout à l'heure de façon un petit peu plus précise. Donc c'est une réalité ancienne, très marquée,
Et également, si on la regarde, si on remonte encore un petit peu le temps, hein, si on remonte à l'époque des Arméniens, les Arméniens qui ont fui dans un premier temps le génocide et puis qui ont fui dans un deuxième temps les échanges de territoire entre ce qui allait devenir la Syrie et ce qui a été la Turquie. Beaucoup d'Arméniens ont été contraints donc, de quitter leur pays, en tout cas l'espace dans lequel ils vivaient, et se sont retrouvés dans des espaces, vous verrez tout à l'heure que ça ressemble beaucoup à beaucoup des camps palestiniens et des camps syriens plus tard, dans une espèce de baraquements hein, qui ont été installés à la périphérie ici de Beyrouth, mais on le retrouve également dans beaucoup d'agglomérations, par exemple à Alep, et également de façon très très importante. Et aujourd'hui, on le voit, ce même quartier, donc la photo évidemment la première date des années 30, et puis ces photos, je les ai prises, je crois, au printemps dernier à Beyrouth. On le voit, ce sont des quartiers qui se sont urbanisés, qui sont devenus des grandes centralités commerciales populaires. Et puis l'espace, vous voyez au fond, les immeubles non finis qui ont été détruits, c'est le camp Sanjak, qui est un camp qui date des années 30, qui a été construit par la France et que la municipalité a décidé de détruire récemment, pour y construire des logements avec des promoteurs privés, une dimension sociale qui a été affichée, mais de toute façon, comme beaucoup de projets d'immobilier au Liban, ça n'a jamais été fini, le bâtiment n'existe plus, mais on le voit, ces centralités demeurent présentes, il y a encore des projets, les municipalités s'y intéressent et essayent de se rattacher, en tout cas de promouvoir des formes de densification de l'urbanisation avec des projets immobiliers qui continuent de se faire dans ces mêmes espaces. Donc on le voit, il y a l'accroche du camp de réfugiés, et puis ensuite des politiques de développement qui sont mises en place, que ce soit donc pour les réfugiés arméniens, mais également plus tard pour les réfugiés palestiniens. Donc, c'est relativement singulier. Ici, vous le voyez, si on se déplace en Jordanie, ce sont quelques photos historiquement pour voir un petit peu l'image du camp qu'on a relativement classiquement, qui est ce camp de tentes. Et puis, petit à petit, on évolue vers des baraquements en tôle ondulée. Et puis, on arrive vers la ville. Le camp de Baraa a longtemps été un des plus grands camps de réfugiés au monde. C'est un camp de réfugiés palestiniens de 1967 qui ont quitté l'invasion israélienne des territoires de Cisjordanie et qui aujourd'hui est une ville à part entière, complètement installée dans le paysage urbain jordanien. Et ça va être une spécificité de la Jordanie. La Jordanie, une partie des villes jordaniennes sont en fait à l'origine des camps de réfugiés. Plus spécifiquement, on peut y revenir, c'est la capitale elle-même, Amman, a été créée par des Tcherkesses à la fin des années autour de 1860 par l'Empire ottoman qui a installé des réfugiés. D'ailleurs, le quartier aujourd'hui où se situe l'Institut français du Proche-Orient dans lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années s'appelle Muhajirin, qui est donc le quartier des émigrés ou en turc des réfugiés. Et donc, c'était une centralité. Et puis en 1914, la ville devient un espace urbain par décret ottoman et la ville naît au final, des camps de réfugiés. Puis ensuite, elle va se nourrir des vagues arméniennes, puis des vagues palestiniennes, et ensuite irakiennes, syriennes, et ainsi de suite. Et donc, la ville va grandir et va se structurer au final autour de ces vagues et de ces groupes de réfugiés. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait singulier qui différencie, dirons-nous, la Jordanie du reste des pays de la région. Ici, on arrive vers un camp assez emblématique des réfugiés palestiniens. Et là, vous allez pouvoir le voir, ce camp était à l'origine un camp en tente qui a été installé sur un territoire au sud de la municipalité de Beyrouth. Il est juste à la ligne, il est limitrophe en fait de la municipalité de Beyrouth. Et puis c'est un camp qui a été détruit à de nombreuses reprises, en 1982 par les Israéliens, en 1985-86 par la milice Amal. Donc le camp a été détruit à de très nombreuses reprises. Et aujourd'hui, ce camp, vous pouvez le voir, certaines des photos en fait ne sont pas sombres, c'est juste parce qu'en fait les ruelles sont tellement étroites que les maisons sont collées et que donc on ne peut pas voir le ciel. Et donc, du coup, on voit ici un exemple de ce que peut être l'urbanisation d'un camp. Et donc, on passe finalement de la situation d'une juxtaposition de tentes, puis de petits baraquements, à une densification extrême de cet espace, évidemment avec des marqueurs politiques, que sont les photos de Yasser Arafat, par exemple, ici, que vous pouvez voir, et tout l'affichage politique palestinien. Mais on le voit ici, on a réellement une dynamique de densification de ces espaces qui en font des espaces urbains qui échappent
ici, alors à toute réglementation, puisque ces espaces sont en dehors des zones de compétence des municipalités libanaises. Seule l'ONU, à travers son agence l'UNRWA, prend en charge un certain nombre de services comme l'eau, l'électricité, le ramassage des ordures, l'éducation, la santé. Mais au niveau de l'urbanisme, tout se fait dans l'illégalité la plus totale. Et au final, le camp grandit au rythme des arrangements et au rythme des conflits. Comme la période de reconstruction post-2006 a vu énormément de bâtiments s'élever, puisque les autorités libanaises étaient, dirons-nous, occupées à d'autres choses. Ici, on le voit, une autre des réalités de la périphérie de ces camps, puisque là, on est dans le quartier de Sabra, qui est juste un petit peu au nord du camp de Shatila. Et ce que l'on voit, c'est deux choses sur ces photos. Alors, une photo d'abord qui vous montre que nous avons ici des travailleurs bangladais qui se sont installés de façon très, très importante. Il faut quand même souligner que depuis les années 2000, les travailleurs bangladais sont très, très, très présents au Liban. Et il s'agit vraiment des travailleurs les plus défavorisés. Ce sont ceux qui touchent les salaires les plus faibles, ceux qui font les travaux les plus durs. Ils sont tout en bas de l'échelle sociale. Et donc, ils se retrouvent au final confinés dans ces espaces périphériques, marginaux et extrêmement dégradés. Et ils y ont donc développé des commerces. Ces camps deviennent du coup des centralités pour l'ensemble de ces populations défavorisées, migrantes. On retrouve des Bangladais, on retrouve des Éthiopiennes, on retrouve des Soudanais, on retrouve des Philippines, et ainsi de suite, qui fréquentent énormément ces lieux. Et puis, la photo qui vient juste à côté, c'est l'hôpital de Gaza, qui est un hôpital qui était un des hôpitaux les plus modernes financés par l'OLP, qui a été abandonné après l'invasion en 1982 et le départ de l'OLP, et qui aujourd'hui a, dirons-nous, introduit une sorte d'innovation dans les formes d'occupation des réfugiés et des populations migrantes défavorisées au Proche-Orient, puisque là, il s'agit d'espaces squattés. Donc là, c'est un squat vertical, qui est donc géré par les Palestiniens, qui sont les autochtones, quelque part, qui sont ceux qui étaient là avant, et qui du coup gèrent l'installation des populations qui arrivent par la suite, avec toute une hiérarchie sociale qui se reconstruit de façon verticale. On a donc les Palestiniens, on a les Syriens et quelques Libanais pauvres, les réfugiés syriens et quelques Libanais extrêmement défavorisés, souvent eux-mêmes réfugiés du sud Liban suite à l'occupation israélienne jusqu'en 2000. Et puis, au bas de cette échelle, on retrouve les travailleurs bangladais. Il y a une exposition d'une photographe libanaise extrêmement intéressante qui a été projetée mise il y a quelques années à Beyrouth et qui montrait en fait l'occupation et la location de la morgue, de l'ancienne morgue de l'hôpital en sous-sol aux travailleurs bangladais. Donc on voit tout de suite la reconstruction d'une hiérarchie sociale et la façon dont en fait verticalement se recréent ces rapports de pouvoir. Et donc là, on voit bien que l'accès au logement, c'est vraiment le marqueur de la marginalité totale de ces populations qui viennent vraiment, au sens propre du terme, s'inscrire dans les interstices de la ville jusqu'à peupler des caves et d'anciennes morgues d'un hôpital désaffecté. Donc on voit où se situent les enjeux. Donc là, on est vraiment dans la limite extrême de l'accès au logement, puisque ça échappe à toute forme de régulation et politique, outre les régulations qui sont mises en place par les acteurs eux-mêmes. Et puis, ici, dans une situation un petit peu différente, mais qui relève de logiques relativement similaires, ça c'est le camp d'Al-Bas, qui est un camp dans la ville à l'entrée de la ville de Tyr, au sud Liban. Et là, vous pouvez observer également, on est sur un ancien camp arménien, donc on est certainement sur un des plus anciens camps qui existent au monde. Ce camp a été créé en 1933 ou 1934, si je ne m'abuse, par les Français pour y accueillir des réfugiés arméniens. Et le camp continue, depuis lors, d'être habité par des réfugiés, par différentes vagues de réfugiés. Les Arméniens sont partis pour rejoindre Bach-Hamoud, puis les Palestiniens ont été installés en 1948, et maintenant nous avons des réfugiés syriens, après qu'il y ait eu des Irakiens, et des Palestiniens de Syrie qui viennent s'installer. Et donc on a une densification de cet espace, comme vous pouvez le voir, avec des nouveaux bâtiments qui sont construits de façon tout à fait illégale au-dessus des anciens, très souvent avec l'argent de la diaspora palestinienne émigrée en Allemagne, en Suède et au Danemark principalement, qui par le biais de remises construisent des nouveaux logements qui sont ensuite loués et qui procurent des revenus
aux Palestiniens. Et donc on voit bien que là, on a l'accès au logement à travers des logiques de remise de migrants en diaspora, mais également comme un marché locatif qui permet aux Palestiniens d'accéder à des ressources alors qu'ils ont interdiction de travailler au Liban. Vous pouvez rappeler qu'ils n'ont pas le droit de travailler au Liban. Et donc, du coup, on a des stratégies. Donc, du coup, le logement fait partie de la production de logements, la gestion de ces logements, les revenus procurés par ces logements qui sont destinés à des populations pauvres, réfugiées et migrantes, vient s'inscrire dans un marché qui est créé par les acteurs eux-mêmes, par des jeux d'opportunités, de remise de la diaspora. Et donc, on voit bien comment est-ce que vient se gérer toute cette logique. Et puis, ici, on a le développement. Donc, juste avant, on avait le développement. Je ne sais pas trop comment fonctionne voilà. Juste avant, vous aviez quelques voilà, ici, ce sont des petites boutiques du coup qui sont créées. Donc, on voit la création, ça c'est dans le camp de Tyr. On a un souk qui s'est créé, des marchands ambulants qui se sont emparés de l'espace. Souvent, ce sont des populations que l'on peut qualifier de migrantes, comme des réfugiés syriens et des réfugiés palestiniens de Syrie, qui deviennent commerçantes, et alors que les échoppes sont louées par des réfugiés palestiniens qui, eux, sont arrivés dans des périodes précédentes. On voit bien tout à fait l'économie que cela peut gérer. Et puis la diapositive suivante, en fait, ça, ce sont des camps informels qui ont été construits illégalement par des réfugiés palestiniens d'origine bédouine du nord de la Palestine, qui se sont installés là et qui, du coup, ont créé des espaces qui deviennent des espaces d'accueil de réfugiés syriens aussi par la suite. Donc, on le voit là, on a des degrés d'informalité qui, dans le temps, viennent se succéder et se surajouter les uns aux autres. Et idem, on a le même processus que dans les camps de Shatila ou dans le camp d'Al-Bas. On a la production de nouveaux logements, comme vous pouvez le voir en bas, à destination ici de réfugiés palestiniens de Syrie qui ont quitté la banlieue de Damas, qui ont quitté le quartier de Jalamala et qui sont installés dans ces espaces-là. Donc on le voit là comment la production de logements s'intègre dans une économie locale et vient du coup s'articuler avec des productions de logements antécédentes d'autres populations réfugiées. On a donc vraiment l'articulation de différentes vagues de réfugiés de différentes nationalités et de populations migrantes défavorisées qui viennent s'articuler dans ces mêmes espaces. Pour finir, le dernier exemple que je prendrai, c'est celui, dirons-nous, que j'ai eu l'occasion de pouvoir… Alors, voilà, la question palestinienne, je l'ai observée, dirons-nous, dans mes travaux, par reconstruction a posteriori des logiques urbaines, en tout cas de ce que j'ai pu observer depuis le milieu des années 90 jusqu'à maintenant, mais tout ce qui était antécédent, je n'y ai eu accès que par travail d'archives et d'entretien avec les habitants. Alors, j'ai passé 3 ans en Jordanie et donc j'ai pu étudier l'évolution du camp de Zaatari, entre autres, au nord près de la frontière syrienne. Et là, j'ai été très intéressé. J'ai fait un travail avec des architectes qui sont eux-mêmes archéologues par ailleurs, mais qui sont architectes de formation. Et donc, on a fait un travail de relevé de l'habitat et de l'évolution de l'habitat de ces réfugiés dans le camp de Zaatari pour essayer de voir les différentes étapes de l'évolution de l'habitat et la transformation au final que vous avez ici reconstituée en photo de la tente en passant par la caravane, le préfabriqué, puis l'articulation et la transformation de ces préfabriqués jusqu'à la construction d'une maison avec cour, jardin et ainsi de suite, dans des espaces, on est vraiment en plein milieu, si vous connaissez cet espace-là en Jordanie, on est près de la ville de Mafraq, donc on est pleine steppe, il n'y a rien, c'est du désert et du caillou, dirons-nous. Et les Syriens ont réussi à recréer dans cet espace un habitat par leur propre initiative, des sortes de quartiers que nous avons étudiés ici, avec des regroupements familiaux par quartier d'origine, et ainsi de suite. Donc on a des petites unités comme ça qui se sont développées, qui ressemblent énormément à des habitats. Voilà. Et puis ensuite, on a… Alors… non, du coup, je reviens en arrière. C'est l'inverse que je voulais faire. Voilà, si on peut encore, voilà. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, ensuite, et ce sera du coup ma conclusion, c'est qu'on voit au final qu'on a les mêmes logiques, qu'on retrouve les mêmes logiques que ce qu'on a trouvé dans les camps palestiniens. Alors, juste avant, il y avait une photo avec des pigeons. Pour ceux qui connaissent le Proche-Orient, j'étais très, très étonné
En me baladant dans le camp, je vois cette structure, je m'arrête, je regarde, je lève les yeux et puis je vois la personne qui sort. Et en fait, ce sont les kashash hammam. Donc, ce sont en fait les personnes qui, dirons-nous, ont des pigeons et qui, sur leur toit, ont des structures, font tourner des pièces de tissu pour essayer de voler les pigeons des voisins. Et donc, c'est toute une activité extrêmement traditionnelle qu'on retrouve pour ceux qui connaissent les villes au Moyen-Orient, que ce soit Damas, évidemment, Beyrouth, Amman, et ainsi de suite. C'est une activité traditionnelle qui est partout. Et ce qui est très intéressant, c'est que les réfugiés, en milieu complètement désertique et au milieu de rien, ont recréé ces pratiques qui sont des pratiques extrêmement urbaines, en fait. Ce sont des pratiques qu'on voit dans les quartiers à Damas. Et puis, donc, du coup, par la suite, hop, non, je vais toujours me tromper de bouton. Mais voilà, donc ici, on a dans le camp la reproduction ici d'activités commerciales, ambulantes, de pain et ainsi de suite, qui recrée du coup toute une forme de vie. Et donc, du coup, là, on a accès à des formes de vie urbaine, sachant que l'intégralité de ce que vous avez vu là sur le camp de Zartari, c'est fait en opposition aux réglementations fixées par l'État jordanien. Donc, c'est formellement interdit de modifier son habitat et de développer des activités économiques, et en contradiction totale avec les politiques du HCR, qui également refusent que ces éléments-là soient mis en place. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir la ville produite et l'habitat, du coup, produit par les habitants eux-mêmes, à l'encontre des politiques qui sont développées par les États d'accueil. Et je vous remercie. Juste pour te remercier, vraiment c'est très intéressant. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Pour dire, c'est l'occasion de dire que dans le dernier numéro de l'ethnologie française, qui est consacré au Liban, et très remarquable, il y a un article très riche sur les pigeons. Oui, c'est Emma Aubin-Botlansky. C'est très bien. Il y a d'autres articles très bien. Il y a un article très intéressant sur la mémoire, la nostalgie du camp de Shatila. Oui, tout à fait. Et puis un article. On parlait hier de la nostalgie, de l'urbanité à travers la représentation, alors que le camp de Shatila, comme tu l'as dit, il est aujourd'hui beaucoup de Bangladais, de Syriens, etc. Mais les Palestiniens qui y étaient, qui même quand sont sortis, ils gardent cette représentation urbaine. Voilà, c'est juste pour l'instant. En attendant les questions. Valérie, à toi. Tu veux venir là? Non, je vais. Bon, d'abord, je vais remercier le CAREF et Isabelle de m'avoir encore invité. Ils n'ont pas l'air d'en avoir assez de mon temps. Et je vais essayer d'avoir une intervention un petit peu complémentaire par rapport à ce que j'ai déjà dit ici l'année dernière. Et j'étais intéressée qu'on nous propose de réfléchir au lien entre urbanité, mobilité et accès au logement. Alors évidemment, si on dit accès au logement, ça suppose forcément mobilité, de fait. Mais au-delà de ça, moi, quand j'ai travaillé donc sur la Syrie, et je vais vous parler de la Syrie, mais en fait, depuis une dizaine d'années, l'histoire de l'accès au logement en Syrie s'apparente plutôt à une histoire d'éviction, de mobilité forcée, de déménagement et de déni d'urbanité. Donc, je vais me mettre un petit peu en creux par rapport au titre de la table ronde. Ce par quoi je voudrais commencer, c'est que depuis que le conflit a commencé en 2011, plus de 10 ans après, on parle de reconstruction, etc. Mais en réalité, le retour à la paix n'est pas d'actualité. Il y a toujours des combats. Aucun accord de sortie de crise n'a été trouvé. Et il n'y a pas de cessez-le-feu durable. Et donc, en fait, donc, avec la diminution de la violence depuis 2018, et en particulier autour de Damas, une reconstruction est mise en place dans les territoires repris par le régime. Mais en fait, cette reconstruction, si on regarde sur quoi elle est appuyée sur des lois récentes, certes, mais aussi beaucoup d'autres qui sont anticipées depuis déjà 2012, c'est-à-dire depuis le début des combats, et pour la préparer et notamment en ce qui concerne l'urbanisme. Par exemple, le fameux décret de rénovation urbaine, il date de 2012, de la banlieue sud-ouest de Damas.
Et donc, en fait, quand on parle de reconstruction aujourd'hui, moi, je n'aime pas tellement appeler ça. Enfin, il s'agit de reconstruction, c'est-à-dire de projets de bâtir de nouvelles choses. Voilà. Mais en réalité, ça s'inscrit directement dans le prolongement du conflit avec les mêmes logiques. Et donc, elle exclut une partie de la population, celle des opposants, celle qui était déjà dans le viseur pendant le temps des conflits. Donc, ceux qui sont rejetés sont non seulement... Alors, moi, il faut savoir, je suis donc chercheur, comme l'a dit Pierre, sur la question des quartiers informels, donc que je mets entre guillemets, parce que je fais exprès d'utiliser un mot négatif, alors que je pense que cette huile est positive, mais j'expliquerai plus tard pourquoi. Et donc, j'ai vécu en Syrie jusqu'en 2011. Donc, mes sources depuis 2011 sont à distance, avec des entretiens, des rapports, des veilles économiques, etc., sur lesquels je m'appuie et dont je cherche à établir, voilà, à faire des recoupements pour en établir la validité. Mais j'ai toujours travaillé sur la question des quartiers, de ces quartiers, de l'accès au logement et de cette ville parallèle qui se construit de façon non réglementaire. Et donc, quand la première fois que j'ai commencé à réfléchir à la question de la reconstruction, entre guillemets, en Syrie, c'est avec ces lunettes-là. Et ce qui m'a frappé, c'est que aujourd'hui, cette reconstruction est complètement liée, donc reconstruction en contexte de conflit, non terminé, est complètement liée à la question de l'informalité. Aujourd'hui, ils sont tellement mêlés qu'on a en réalité une éviction à la fois des opposants et des quartiers informels dans les mêmes lois, avec les mêmes programmes qui visent des personnes de la même façon. Alors ça, je vais commencer par... Je vais te présenter rapidement en rappel, mais je voudrais essayer d'aller au-delà en fait, de la question des quartiers informels dans cette présentation, pour montrer que cette politique de reconstruction-éviction sélective change aujourd'hui les formes de l'intervention urbaine en Syrie. C'est-à-dire qu'il n'est plus question seulement d'éviction définie spatialement, par quartier, notamment dans le cadre de la rénovation urbaine, mais on se déplace ici vers une éviction urbaine sociopolitique qui, je dirais, qui fait des trous, dans un quartier, on évince que certaines personnes par unité de logement et qui s'apparente en fait à ce qu'on pourrait appeler de l'épuration sociopolitique urbaine. Je sais pas comment, c'est des mots que je mets en débat, que je n'ai pas encore stabilisés. Et qui, effectivement, contribue à une transformation des structures de propriété foncière et immobilière qui s'opèrent donc au-delà des quartiers à détruire à grande échelle à l'échelle du pays. Alors, juste quelques chiffres pour commencer, pour parler de la période du conflit, qui donc est producteur de mobilité et d'informalité, avec des déménagements contraints. J'aime mieux parler de déménagement parce que, bon, comme je suis architecte et urbaniste, j'aime bien dire le mot déménagement plutôt que mobilité, parce que mobilité, on peut imaginer voilà, des gens qui prennent le bus. Mais voilà, je parle de déménagement, c'est-à-dire de sortir de son logement et d'aller dans un autre. Alors, pendant le conflit, bien sûr, il y a eu des déménagements, des mobilités, donc nationales, internationales. La moitié de la population du pays a déménagé. C'est pas rien. C'est-à-dire que quand on dit, des chiffres disent, il y a 6,8 millions de réfugiés, donc, dont a parlé Kamel pour le Liban et la Jordanie, qui sont des lieux d'accueil principaux. Il y a aussi 6,2 millions de déplacés internes pour un pays qui faisait un peu plus de 20 millions d'habitants en 2011. Ça fait, voilà, on est à plus de la moitié de la population qui a déménagé. Et puis un quart des logements urbains qui sont endommagés ou détruits. Donc, même pour ceux qui sont sur place, voilà, il y a pu aussi avoir des mobilités peut-être moins
donc, spectaculaire que tous ces réfugiés étrangers, mais il y a eu manifestement beaucoup d'exode rural, c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont allés se réfugier en ville avec un taux d'urbanisation qui aurait cru pas mal, jusqu'à 73%. Moi, j'ai vu des chiffres de 50 à 73%. Je suis un petit peu surprise. J'aimerais bien qu'on... Voilà, voilà. Il semblerait que ce soit assez bien étudié. Et puis, les micro-mobilités infra-urbaines. Hein, dans une rue, ben, voilà, on a un immeuble qui est cassé, on va chez le voisin. Donc, on est dans de la mobilité, dans l'expulsion, mais à l'échelle micro-urbaine. Pour ce qui est les quartiers informels, on les appelle les mukhalafat en Syrie. Et pour moi, un quartier informel est avant tout une catégorie locale dont il faut utiliser le mot dans chaque pays parce que la catégorie n'existe, est très difficile à définir à l'échelle internationale. Donc, entre les mukhalafat, ce sont des lieux qui sont associés à la mobilité. D'abord, c'est souvent des lieux qui accueillent des migrants, notamment ruraux, on en a parlé, même si une grande partie de la croissance de ces quartiers sont de la croissance naturelle, notamment dans la première partie des années 2000 à Damas, en tout cas, c'est largement une migration venue de l'extérieur des villes. Ce sont aussi des lieux susceptibles de faire l'objet d'expulsion. C'est l'insécurité de la tenue. Donc, c'est par définition un lieu où on sait qu'on peut on peut en sortir de façon brutale. Donc, c'est vraiment associé à la mobilité aussi. Et puis, ce sont des quartiers, pendant la guerre, qui ont été davantage touchés par les destructions. Alors là, j'ai mis une carte de la GIZ qui a montré, donc les quartiers informels sont en gris et les destructions en rouge, et qui a montré que à part le centre-ville, le centre ancien, ce sont principalement les quartiers informels qui ont été touchés par les destructions. Alors, bon, il n'y a pas de carte qui existe sur les autres villes, mais voilà, ça montre aussi que ce sont des quartiers qui ont été touchés par les destructions par le combat, mais aussi pour le combat. C'est-à-dire que dans d'autres présentations, j'ai montré qu'il y avait pour le combat, on allait utiliser le fait que les quartiers ne sont pas légaux pour emmener le bulldozer et détruire les quartiers opposants. Troisième point, il y a un surcroît d'informalité qui a été induit par les conflits et par les déplacements. C'est-à-dire, alors là, bon, je pense que il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent être rentrées dans ce point. D'une part, il y a l'extension de la densification des quartiers mukhalafat, ceux qui ont été épargnés. J'ai dit qu'il y en avait, ils étaient largement détruits, mais tous ceux qui étaient épargnés, justement, ont fait l'objet de l'arrivée massive de beaucoup de personnes. Donc, Metzé 86, Rokendin, Douaïla, Jaramana ont été non seulement étendus, mais aussi densifiés. Et en fait, c'est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours crise du logement, et donc il y a toujours des gens qui continuent à construire dans ces quartiers. Et puis, il y a une informalisation par le déplacement, et les combats, donc disruption des marchés fonciers immobiliers, les prix, les procédures, les enregistrements de transactions qui ont été suspendus et invalidés par un décret de 2016. Aujourd'hui, d'ailleurs, depuis 2019, il y a une reconstruction de toutes ces transactions qui ont eu lieu pendant ces années. Le régime essaye de reconstruire, les titres par la justice ou par l'administration. Et puis, il y a eu toujours informalisation, c'est-à-dire augmentation de l'insécurité de la tenure, augmentation de la précarité, recomposition des biens, division. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout ça pour dire le conflit, c'est la dégradation des conditions de logement avec ou sans mobilité. Donc maintenant, les politiques urbaines, celles d'aujourd'hui, et qui prolongent le conflit. On a une double catégorisation des habitants comme indésirables pour les avancées. D'une part, les habitants des mukhalafat et d'autre part, les opposants. Alors, il y a deux choses séparées, mais qui vont se relier. D'abord, faire disparaître les mukhalafat, c'est la définition même de ces quartiers.
je ne sais pas combien de temps où j'en suis, mais pour moi, alors déjà, quand on regarde en Syrie, c'est quoi la définition dans la loi? C'est doivent être détruits tout bâtiment qui. Alors, on ne respecte pas les bâtiments. C'est une catégorie qui est construite, une catégorie pour l'action publique qui est construite pour détruire. Mais je dirais que même à l'échelle internationale, on a une façon. Et moi, la première, j'ai décidé pour mes recherches, il y a 20 ans, de travailler sur les politiques qui traitent les quartiers informels. C'est-à-dire que je considérais qu'il existait des quartiers informels et qu'il y avait des politiques qui allaient les traiter. Alors que c'est l'inverse. Il faut prendre le problème à l'envers. Il y a une ville qui se construit à partir il y a 100, 150 ans, une généralisation d'un certain nombre de normes pour la planification. Mais l'autre ville qui n'est pas planifiée, qui n'arrive pas à être planifiée, continue à se construire et elle n'est en rien informelle. Elle est juste populaire, traditionnelle, vernaculaire, comme elle se faisait avant, exactement la même, sauf que à partir du moment où il y a ce mouvement de planification et les politiques urbaines et les politiques d'urbanisme, il y a une volonté de la part des acteurs de l'urbanisme, voilà, que ce soit le maire ou les ingénieurs, etc., de catégoriser un certain nombre de constructions. C'est rarement des quartiers, c'est souvent au départ des constructions, mais évidemment, comme ils s'agglomèrent en quartiers, ça devient des quartiers. Mais en général, ce sont des constructions. On dit « Ah non, on n'a pas le droit de construire comme ça ». Et c'est toujours comme ça avec la loi. C'est toujours la pratique qui préexiste à son interdiction. On n'interdirait jamais quelque chose que personne ne fait. Donc aujourd'hui, je vois vraiment complètement les choses à l'envers. C'est le quartier, c'est de la ville. Il y a deux villes qui se construisent, ok. Il y en a une qui est planifiée, l'autre qui ne l'est pas, et que les politiques d'urbanisme et les politiques urbaines catégorisent. Et d'ailleurs, on le voit bien. On catégorise pour détruire. Et on le voit bien parce qu'en réalité, par exemple, en Syrie, il y a des lois successives et on redéfinit à chaque fois qu'est-ce qui va être détruit. Alors, ça peut ne pas être exactement la même chose, mais donc on voit bien qu'on pourrait être arrêter cette loi. Non, on en refait une autre, à peu près la même, etc. Et ça continue comme ça sur le temps. Donc, pour moi, toutes ces politiques sont construites sur le déni d'urbanité, c'est-à-dire, non, ces quartiers ne sont pas dignes d'être conservés dans ce qu'on imagine devoir être la ville. Voilà. Alors, sur ces fameuses politiques qui traitent les quartiers informels, il y a eu une histoire en Syrie d'une alternance et d'une concurrence entre des politiques d'éradication et de rénovation urbaine, de destruction, reconstruction de logements neufs, beaux et surtout orthogonaux, et puis la réhabilitation, surtout depuis les années 90. Et ça a continué jusqu'à peu près en 2012. À partir de 2012, les nouvelles options syriennes, c'est la destruction ou la rénovation urbaine. Il n'y a plus la réhabilitation, c'est plus dans le schéma de pensée voilà. Mais quand on dit les nouvelles options syriennes sur les Mukhalafat, c'est la destruction et la rénovation urbaine, il faut quand même préciser que c'est ces quartiers-là lorsqu'ils sont habités par des opposants. Parce que Médé 86, qui ne l'est pas du tout, il y a d'autres quartiers qui sont intacts et qui ne sont pas du tout visés ni par la rénovation, ni par la destruction. Le deuxième point, donc, ça c'était faire disparaître les Mukhalafat. Le deuxième point des politiques urbaines qui prolongent le conflit, c'est faire disparaître les opposants du territoire par le foncier et l'immobilier. Alors, les faire disparaître du territoire tout court, notamment après les combats, on envoie tous ceux qui ont perdu, on les envoie dans le nord, dans les zones qui ne sont pas tenues par le régime, mais de façon plus précise et peut-être avec un espèce de raffinement, on utilise la loi pour continuer dans la guerre. Bon, vous me direz, c'est pas nouveau, c'est souvent comme ça à la fin des guerres, les vainqueurs continuent dans leur logique. Mais là, c'est vraiment clairement dit. Bachar al-Assad a dit en 2015 et il l'a répété en 2019, la patrie n'appartient pas à celui qui y vit, il appartient à celui qui la défend.
évidemment, sous-entendu qu'il la défend avec le régime. Voilà. Donc, il y a un déni de citoyenneté et le homeland, enfin, il y a le mot dans patrie, il y a la notion de territoire, la notion de foncier. Et donc, on n'a plus droit au foncier, à faire partie de la terre syrienne. Alors, il y a beaucoup de lois, je ne vais pas toutes les décrire, il y en a quelques-unes qu'on peut dire, il y a surtout la loi antiterroriste, qui est, bon, voilà, quand quelqu'un est considéré comme terroriste, on a le droit de saisir tous ses biens. Alors évidemment, les détenus, les prisonniers, on récupère leurs biens, surtout maintenant qu'il n'y a plus de combat, on peut aller faire le tri dans les villes et dans les villages et mettre des croix sur qui sont, est-ce que les personnes sont des opposants ou simplement ils sont partis pour des raisons voilà, par peur des combats. Et il y a la saisie des biens, donc par exemple, notamment dans beaucoup de petits villages de la route à Est, autour de Damas, Haïta, El Abadé, Al Turkman, Haran al Awamid, Hamouriye, Sbineh, Houjeira, enfin tous ces petites. Voilà, il y a des témoignages de comités qui se mettent en place pour aller dans chaque maison et saisir celles qui sont considérées comme appartenant à des terroristes, c'est-à-dire en fait des opposants. Mais il y a d'autres subtilités. Par exemple, il y a une loi, la loi sur le service militaire qui a été amendée en 2021 par un décret qui disent qu'il y a confiscation immédiate des biens des hommes qui n'ont pas fait leur service ou qui n'ont pas payé l'amende, etc. C'est-à-dire en fait ceux qui soit sont partis, soit en général c'est des opposants. Et puis des choses encore plus voilà, qui laissent sans voix. Par exemple, il y a eu des centaines de jeunes morts dans la route à Est pendant les combats en 2018. Et ces hommes ont été mis à mort, condamnés à mort en 2020, c'est-à-dire 2 ans plus tard, une fois qu'ils étaient morts. Et puis après, leurs familles se sont vues signifier par le parti et par les autorités locales qu'il y avait saisie de tous les biens des condamnés à mort. Alors dans ces cas-là, soit les maisons sont vides, ils les saisissent, ou bien d'ailleurs ils sont peut-être déjà là pendant tout le temps, ils ont été là pendant tout le temps des combats, depuis plusieurs années, soit il y a un locataire, il y a quelqu'un, un cousin lointain, etc. Mais donc ces gens-là, on leur demande de sortir. Alors, à cela, j'ai envie de rajouter des choses que j'ai lues assez récemment, qui se sont passées l'été dernier et puis là, en septembre. Il y a des grands programmes fonciers ruraux, parfois sur du rural construit, mais c'est souvent plutôt agricole. C'est-à-dire que les terres agricoles des absents sont vendues aux enchères. Alors, on a vu ça dans le nord de Hama, le sud de Idlib, autour de Alep, autour de Deir ez-Zor, mais c'est des grandes surfaces, c'est 340 000 hectares, et ce sont pour des olives, des pistachiers, du blé, des choses comme ça. En fait, ce sont des... Donc, évidemment, ceux qui achètent aux enchères sont des alliés du régime, et puis un certain nombre de comment s'appelle, le clan, je connais mal l'histoire du nord de la Syrie, mais pour ce que j'ai compris, ce sont il y a des points juridiques qui sont un petit peu délicats, et donc ce sont soit des terrains amiriés, et alors du coup, les gens qui ont des titres, ils ont des droits amiriés, mais si pendant 5 ans ils ne sont pas là, ils peuvent se voir complètement retirer leur terrain. Et puis il y a aussi des contrats de Mouralassé, je ne suis pas sûre du mot, ou donc c'est des contrats de culture dans lesquels il y a celui qui loue et puis celui qui détient, voilà. Et puis il y a les gens qui louaient qui disent non mais attendez, le terrain il appartient certes à des opposants, mais nous on ne l'est pas. Enfin bon, il y a manifestement des grands mouvements de terrain qui sont en train de se passer actuellement et qui en fait c'est pas ça que je dénonce, c'est simplement ça que je veux en parler pour montrer que c'est pas juste quelques maisons dans une petite bourgade en banlieue de Damas que transformation foncière ont lieu dans le cadre de plusieurs programmes. Je signale aussi qu'il y a eu beaucoup de cadastres qui ont été détruits, de registres fonciers. Bon, je vais essayer de me dépêcher.
de registre foncier. Et donc, là, il y a aussi la reconstruction du cadastre et des titres. Et là c'est pareil, il faut passer en justice. Et puis, pour passer en justice, en fait, à chaque fois qu'on veut contester ou passer en justice, il faut montrer des preuves de documents de la sécurité. Ça veut dire, en fait, montrer qu'on est monté patte blanche. Comment ça marche? D'accord. En fait, ces politiques de reconstruction se combinent. Alors, elles se combinent d'une part oui, alors ça, je l'ai dit tout à l'heure, les destructions des quartiers Mukhalafat hors régime, et puis par la rénovation urbaine. Et alors, c'est donc la rénovation urbaine, donc je vais passer très vite parce que je l'ai décrit la dernière fois, notamment autour le premier étant le projet Marotta City, donc de cette grande ville qui est dans le sud-ouest, cette forêt d'immeubles. Construit, planifié dans le sud-ouest de la ville et qui est à l'emplacement d'un ancien quartier informel opposant. Donc, je ne vais pas le décrire, simplement pour dire que normalement, sur les 2700 ménages sur 8500 n'avaient pas les titres, donc ne seront pas relogés, et que les 5500 autres qui ont pu montrer leurs titres et peuvent être relogés, en fait, ne vont pas l'être, soit parce qu'ils n'ont pas assez... bon, déjà, ils n'ont pas les moyens de retourner dans le quartier, mais en plus, ça ne sera pas dans le quartier, ça sera dans un quartier plus à l'extérieur. Et puis, il y a d'autres projets de rénovation urbaine qui sont prévus ailleurs, autour de Damas. Et alors, c'est intéressant parce qu'on a un certain nombre des populations résistent, refusent. Alors, soit ce sont parce que ce sont des quartiers informels, et donc ils savent qu'ils ne vont pas être relogés sur place, que ça ne va pas marcher. Pour celui-là, de toute façon, déjà, il n'y a quelques tours qui ont été construites, et donc c'est loin d'être arrivé, ils n'ont pas les moyens d'en faire d'autres, mais en plus, ils savent qu'ils vont perdre leur logement, et donc ils disent, oui, mais nous avons combattu à vos côtés à certains moments, donc bon, alors ils ont réussi à faire retarder les projets de rénovation urbaine, et voilà, je n'en dis pas plus. Et puis, puisque finalement, on ne va pas pouvoir faire tous ces projets de rénovation urbaine, on se met de nouveau à autoriser les retours dans les quartiers détruits. Et là, il y a un filtre. Et le filtre, il est très intéressant parce qu'il faut 2 documents pour avoir le droit de retourner, voir si son logement est encore en état, éventuellement le réparer, etc. Ces 2 titres sont un document de sécurité, et donc ça exclut les opposants, et un titre de foncier, ça exclut les habitants irréguliers de Mukhalafat. Et donc là, on a vraiment une règle qui est générale sur beaucoup de quartiers, qui vraiment fait barrage à ces 2 catégories en même temps. Et donc, voilà, c'est surtout dans les quartiers informels, parce que c'est surtout ceux-là qui sont détruits, mais on a vraiment cette politique qui mixe la lutte contre l'informalité urbaine, contre ce qu'ils appellent l'infraction urbaine, les Mukhalafat, et les opposants. Donc il faut que je termine, c'est ça. Ah oui, je voulais quand même montrer la carte rapidement que j'ai publiée donc, dans l'article sur votre site, donc vous pouvez y retourner, mais où on voit qu'en fait, donc en rond jaune, on a des expropriations, évictions, destructions, confiscations dans pas mal. Voilà, c'est ceux que j'ai repérés, j'en ai repéré d'autres, il faudrait que je la complète. Le bleu, c'est là où il y a des projets de rénovation urbaine, soit clairs, ils sont... en cours, soit plus pâles, et donc ceux-là, ils sont soit abandonnés. Et puis, finalement, le retour, c'est partout où il y a du violet un petit peu vif, et avec ce filtre, bon, voilà, il y a des plans contestés en petits ronds verts, et puis des destructions de quartiers informels dans la partie... voilà, bon, les couleurs sont un petit peu difficiles, mais je vous invite à aller la détailler dans l'article qui est sur le site, parce que je pense qu'il faut que je termine, c'est ça? Oui.
Oui, oui. Pour conclure, voilà, l'éviction à l'épuration, donc ça c'est cela. Et puis, en fait, c'est ça, c'est le déni de citoyenneté qui s'associe au déni de citoyenneté, comme tu l'as dit en introduction, mais là qui est vraiment d'une visibilité. Voilà, c'est inscrit dans les règlements, en tout cas c'est dit dans les règlements. Donc ça pose vraiment la question quel accès au logement, quoi, avec des politiques urbaines en dentelle pour un changement démographique et de propriété à l'échelle du logement, pour faire voilà, des trous. Ça provoque une structure modifiée d'abord de ceux qui ont le droit d'avoir accès au logement, mais aussi un bouleversement du tissu de la propriété des propriétaires. Alors, ce que je n'ai pas du tout précisé, c'est que dans ces grands projets, tous les petits propriétaires disparaissent au profit de grandes propriétés d'investisseurs. Voilà, donc ce n'est pas les mairies, mais ce sont des holdings qui sont mis en charge de faire ça. Donc, il y a une privatisation de l'urbain, une privatisation à grande échelle des terrains. Bon, ça, je rentre pas de... Voilà. Et puis, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il y ait cette autorisation de rentrer, même avec le filtre, ça montre aussi que ce n'est pas, finalement, la reconstruction, elle va se faire par les habitants eux-mêmes. Et d'ailleurs, même en dehors de ces zones filtrées, c'est-à-dire partout ailleurs, ça reconstruit de partout, mais ça reconstruit uniquement par les gens, aidés avec des ONG et puis des institutions internationales qui trouvent le moyen d'y aller, mais dans une population appauvrie, parce qu'il y a eu un appauvrissement depuis un an complètement... il y a 9 millions de personnes qui ont faim en Syrie. Donc, de nouveau, c'est la moitié de la population. Voilà, c'est assez noir comme conclusion. Je l'avais prévenu. Hein. Ce ne serait pas le commentaire le plus gai. Merci. Merci d'avoir tenu le temps. En principe, on doit débattre. Donc, s'il y a des questions. Je vais peut-être venir devant comme ça. Alors, il y a effectivement des questions qui ont été posées par celles et ceux qui nous suivent, donc à la fois sur Facebook et sur YouTube. Donc, il y a 2 questions pour toi, Hind, qui nous viennent de Sami Benfgira. Donc, la première, c'est est-ce qu'on peut parler de politique de logement social en Tunisie ou bien de politique sociale du logement conditionnée par les circonstances sociopolitiques du pays? Et une deuxième question qui s'ensuit, donc sur le programme du premier logement adopté ces dernières années, est-ce qu'il est en faveur de la classe moyenne incapable de plus en plus d'accéder au logement produit par le privé ou bien un simple moyen pour sauver les promoteurs immobiliers privés de leur crise? On te laisse répondre. D'accord. Merci pour ces questions. Monsieur Semifgué, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas une politique de logement social en Tunisie. Loin de là, je l'avais déjà précisé, il s'agit de politique de rattrapage, de politique sociale justement du logement qui vise à apaiser un peu les tensions sociales et répondre un peu aux attentes des catégories populaires qui ont été exclues jusque-là du marché du logement et par des gouvernements qui étaient en quête de légitimité. Donc on est loin vraiment d'une politique de logement social. C'est à l'étude. Il y a une étude qui a été menée récemment en début 2021 sur le repositionnement justement des opérateurs publics du logement afin comment justement repositionner, faire un holding justement de ces opérateurs pour pouvoir parler de logement social et d'une offre en termes de politique de logement social. Mais on est loin justement des politiques de logement social. Pour la question du logement, l'accès premier logement, c'est ça? Je n'ai pas vraiment étudié la question, mais je sais que par des entretiens que j'ai menés avec les responsables dans la direction de l'habitat, que c'était justement une manière de faciliter l'écoulement des stocks invendus des promoteurs immobiliers privés, mais quand même, il offre certaines facilités d'accès au logement à certaines strates des classes moyennes.
Je n'ai pas encore les chiffres, je ne peux pas estimer, mais je sais qu'à la base, c'était pour justement faciliter la vente des invendus des promoteurs immobiliers. Donc, je ne sais pas si j'ai... Très bien. Est-ce que peut-être, Valérie, tu pourrais revenir un peu sur ce que tu as déjà écrit dans ton papier, d'ailleurs, qui se trouve sur notre site, les projets immobiliers de Marotta City qui, justement, rejoignent par certains aspects, peut-être les projets dont parlait Henny. Alors, je n'ai pas tout en tête. Donc, Marotta City, en fait, il s'agit au départ d'un projet réalisé en 2007 avec l'idée de déplacer un quartier informel. Bon, il y avait à cette époque des projets lancés par la ville de Damas, appelés les Detailed Studies, les architectes avaient pour mission de détruire et reconstruire et reloger les gens sur place. C'était ce qui leur était demandé. Donc, c'était un projet de rénovation urbaine. On détruit, on reconstruit. Ensuite, il y a eu un schéma directeur une étude pour un schéma directeur qui a été réalisé à partir de 2009 et qui a décidé de mettre en attente tous ces projets parce que tous ces projets étaient voilà, il y en avait 17, ils étaient un peu éparpillés. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une vision d'ensemble sur la ville pour faire un schéma directeur dans lequel on inclurait ou non ces projets. Et donc, ça a été laissé tomber. Bon, le schéma directeur n'était pas abouti en 2011 à la fin de ce... Enfin, au moment des événements. Mais au début, en 2011, il y avait une réelle volonté de la part du gouvernement de calmer le début de la révolution en disant oui, bon, on va réhabiliter ces quartiers-là, on ne va pas les détruire, on va les réhabiliter. Au début, on devait 40%, on a dit 60%. Il y avait cette idée qu'on allait détruire que certains quartiers. Et puis, à partir de 2012, c'est ce que j'ai dit, tout a basculé. Il y a eu une militarisation du conflit. Et puis, on est passé dans cette politique on revient à la destruction de ces quartiers ou à la destruction-reconstruction. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est dit, ah bah tiens, 2007, on avait un projet, on va le réaliser. Alors ensuite, il y a eu un autre projet qui a été réalisé avec toutes ces tours, là, parce que le plan initial, c'était un plan masse, quoi, un plan stratégique, un plan d'aménagement. Ensuite, c'est devenu un plan d'architecture avec toutes ces tours. Alors, le décret de 66 disait que tous les gens sur place seraient relogés au prorata de la valeur de leurs biens. Alors, soit ils n'avaient pas les titres et donc en fait ils étaient mal partis pour, soit ils étaient à l'étranger, il y a eu tout un débat autour du temps qu'il fallait pour pouvoir venir réclamer son titre, mais il y en a qui ne sont pas venus réclamer, soit la plupart en réalité, comme c'était à la valeur existante, parce qu'à chaque fois les quartiers informels, on les évince en leur disant votre maison elle vaut tant. On leur dit jamais le bout de terrain quand il sera construit ou s'il était vide, il vaudrait une blinde, et c'est ce prix-là, c'est jamais eux qui bénéficient de la rente foncière. On se demande pourquoi. C'est un choix, hein, c'est vraiment un choix de la part de ceux qui font les politiques urbaines. Bon, comme d'habitude, ça a été le cas là. Donc, ils avaient droit à une petite indemnité qui, évidemment, ne leur donnait la possibilité que d'avoir une partie d'un appartement. Donc, vous avez c'est le système avec les actions. Voilà. Et je vous passe les détails parce que c'est un petit peu compliqué, mais le résultat, effectivement, c'est que il y en a effectivement un tiers, un petit peu moins d'un tiers qui ont rien, et puis les autres qui vont être relogés ou qui vont avoir des actions dans des appartements, mais même pas sur la zone très centrale où se trouve Marotta City, mais sur Basilia City, qui est nettement plus excentrée et qui n'est pas commencée, surtout. Alors oui, alors ensuite, ils ont droit à des relogements d'attente. Les loyers sont payés, mais enfin, il y a 2 ans de retard sur les loyers. On ne sait pas combien de temps. Ils ont droit qu'à 2 ans. Enfin, voilà, c'est un sac de nœuds. Je vais pas rentrer dans le détail. Ça prendrait trop de temps. Je disais aussi dans mon article, finalement, aujourd'hui, ça paraît plutôt comme un projet
pour une certaine élite, et finalement les personnes qui devaient être logées et qui ne sont pas forcément les plus fortunées ont plus accès à ce type de logement. C'est clair que j'oublie de le dire tellement ça me paraît évident que c'est vrai que ce sont toujours une élite, des investisseurs proches du pouvoir qui finalement vont se retrouver propriétaires de cette zone au détriment des habitants qui y étaient avant. Non, je veux dire juste ce que tu décris. Dans le cas syrien, ça prend une ampleur particulière, du fait de la guerre. En fait, c'est des mécanismes que tu évoques qui sont à l'œuvre partout. Ils sont partout. C'est vraiment le néolibéralisme en action. Parce que ne pas reconnaître la valeur du prix foncier, je veux dire, au Maroc, tu vas dans tous les grands projets, c'est ce qu'on fait. Bon. Toutes les procédures qui refusent la réhabilitation sur place, elles aboutissent à de la reconstruction, dans des maisons, dans des immeubles, à droite, à gauche. Mais dans tous les cas, c'est jamais tout le monde qui y a accès. Donc, il y a toujours une éviction, et c'est toujours les plus pauvres qui sont ou ceux qu'on reloge de force. Personne n'étudie comment ils reviennent dans notre logement. Moi, je connais des programmes de recasement au Maroc. Tu y vas. Attends, les populations qui ont été mises là il y a 2 ans, un tiers n'y est plus. Bon, mais ça, personne ne l'étudie. D'abord, tu n'as pas les sources. Oui, il y en a quelques-uns. On n'accède pas facilement aux sources, on n'accède pas aux documents. Très, très difficile. Il faut retrouver des gens qui sont partis. Il faut connaître tous leurs téléphones. Voilà, c'est toujours très difficile. Pendant qu'ils sont là, on ne le dit pas, c'est-à-dire que ce sont des échecs sociaux monumentaux, parce qu'en fait, la politique a été dérivée, pas uniquement pour des raisons financières, mais c'est aussi des philosophies d'action urbaine. Quand tu revenais tout à l'heure au rôle des architectes, moi, je dirais, fondamentalement, c'est quand même les politiques, avant les architectes, et quelque part, c'est un problème fondamentalement d'idéologie. C'est une idéologie, le déni de vie de ces populations. C'est même pas du racisme idéologique, en fait, de l'ethnicisme, je ne sais pas comment tu le dis. C'est la ville compétitive, on veut faire Dubaï. Et on est sur ça. On veut attirer les investisseurs. Au nom du développement, au nom de la concurrence internationale. Et maintenant, le dernier argument, c'est au nom du développement durable. Oui. Parce que refaire la ville sur la ville, c'est quand même le plus écologique. On lutte contre l'étalement urbain. Et donc, pour lutter contre l'étalement urbain, on vire les bidonvilles, qui sont bien denses d'ailleurs, pour mettre dessus des trucs qui ne sont absolument pas durs à la résidence. Oui, puis finalement, on crée de la ville vide. C'est exactement ça. À Damas, j'avais calculé qu'il y avait eu 130 000 ménages qui étaient arrivés entre 2000 et 2010. 130 000 permis de construire, ça tombait juste bien, mais 130 000 nouveaux logements dans les quartiers informels. Alors, je vous demande lesquels étaient vides. Je t'ai coupé. Non, c'est pour rebondir un peu là, sur ce que disait Valérie, et qui me paraissait très juste, parce que ce qu'on avait pu observer quand j'étais en Syrie, d'ailleurs avec Valérie à l'époque, à l'IFPO, on avait vu des opérations sur des populations qui étaient jugées indésirables par les autorités syriennes à l'époque, qui étaient les réfugiés palestiniens du camp de Jaraman, où il y avait déjà des opérations foncières, où on avait des tracés de routes et d'échangeurs routiers qui visaient à couper le camp d'abord en 2, et puis ensuite ils avaient fait cette grande route qui allait vers la zone de Adra, je crois. Donc, ils ont cassé encore des maisons. Donc, les gens étaient prévus du jour au lendemain. Donc, les bulldozers arrivaient le lendemain, détruisaient tout. Et on prenait ces gens-là et on les remettait beaucoup plus loin que cette Zainab, on les remettait à Husseini. Donc, ils étaient déménagés à 15-20 km en dehors de la ville, complètement déconnectés des bassins d'emploi, complètement déconnectés de tout. Et c'était vraiment là le déni de citoyenneté. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'avaient strictement aucun droit sur rien. Et donc, on se permettait juste de les évincer pour faire place à une ville légitime et donc raccorder au final Jaraman, qui devenait intéressant à ce moment-là économiquement, avec tout le sud de l'agglomération damascène. Donc c'était déjà à l'œuvre à l'époque. Mais en Syrie, l'histoire des quartiers informels est quand même très particulière, parce que ce sont des quartiers en béton, qui sont des infrastructures, mauvaises infrastructures, mais il y en a. C'est quelque chose qui est assez rare dans le monde. Qui était lié au fait, on était dans un gouvernement socialiste sous Hafez el-Assad, et ça, à partir des années 2000, il y a des gens qui ont lutté contre ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y avait des infrastructures qu'ils étaient pour autant légitimes ou qu'ils étaient régularisés. Ils étaient toujours laissés dans la possibilité d'être
d'être évincés, hein, comme partout dans le monde. Mais ils avaient au moins des conditions de vie peut-être moins déplorables que dans certains autres pays du monde. Cela dit, ça a commencé à bouger à partir des années 2000, quand il y a eu cette concurrence entre ceux qui avaient cette idéologie socialiste de vouloir continuer comme ça et l'autre qui est arrivé avec l'idéologie qui venait de partout ailleurs sur les grands projets, faire de l'argent à la terre, quoi. Au lieu, la terre, elle doit servir à faire de l'argent plutôt qu'à loger. Bon, voilà, c'est un petit peu les deux idéologies concurrentes. Et puis ensuite, ça a complètement basculé vers uniquement faire de l'argent avec ces terrains. J'aurais encore une question pour Kamel. En revenant un peu peut-être sur les travaux du Urban Lab aussi à l'EUI. Une collègue, Mona Fawaz et Mona Hunt, ils ont travaillé sur la question des réfugiés et notamment sur les réfugiés comme bâtisseurs de villes. Selon vos travaux, qu'est-ce que vous avez observé? Quels exemples concrets pourriez-vous nous donner en tant que bâtisseurs de villes que sont ces réfugiés, que ce soit à Beyrouth, que ce soit en Jordanie ou que ce soit aujourd'hui peut-être même en Europe, quoi, puisqu'on oublie souvent qu'on a effectivement beaucoup de réfugiés aujourd'hui aussi dans les villes européennes et que là aussi ça va entraîner justement des changements. Oui, c'est ce que j'essayais un peu de montrer tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il y a vraiment la logique en fait de la production de la ville, en tout cas au Proche-Orient, à de nombreuses espaces qui sont quand même assez importants. La ville n'est pas du tout produite justement par des institutions, par des politiques urbaines, par des promoteurs, mais il y a des pans entiers de la ville qui sont produites par leurs habitants eux-mêmes. Et je crois qu'une grosse partie de la banlieue sud de Beyrouth en est un exemple vraiment significatif. Le quartier de Boj Hamoud aussi, avec la présence arménienne, c'est extrêmement significatif. Et puis, Amman, on est vraiment la quintessence. C'est-à-dire que ce sont les réfugiés eux-mêmes qui ont graduellement construit une ville et qui ont produit, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà du bâti, qui est une des formes effectivement de l'urbanisme, c'est-à-dire que le résultat c'est effectivement des habitations, des commerces, ainsi de suite. Mais c'est qu'ils ont construit en fait une ville à l'image de ce que eux voulaient avoir. Et là on le voit vraiment, je pense que le plus symptomatique, c'est le camp de Zaatari. Ça veut dire qu'on a vraiment une politique jordanienne qui vise à empêcher toute transformation de l'habitat tel qu'il a été produit. On a le HCR qui tente de faire en sorte que rien ne bouge. Et donc, vraiment, il y a une espèce d'alliance entre le HCR et les autorités jordaniennes pour empêcher les réfugiés de faire quoi que ce soit. Et on voit malgré tout la transformation avec l'émergence de zones commerciales, d'espaces de sociabilité, qui viennent en fait s'inscrire en faux et contre tout ce qui a été produit. Alors, j'avais fait une communication justement à l'IUB dans le cadre du City Debate là-dessus, où je mettais en fait en miroir ce qui a été produit par le HCR, par les différentes organisations internationales et l'État jordanien en termes de distribution alimentaire, et de voir ce que les Syriens avaient produit eux comme restaurants, cafés, et ainsi de suite. On avait l'impression d'un côté plus ou moins bétaillère, où on distribuait derrière des grilles de la nourriture aux gens avec des rations extrêmement normées, et puis d'un autre côté, des espaces de sociabilité, des cafés, ainsi de suite, qui étaient reproduits par les gens eux-mêmes. Et d'ailleurs, et donc vraiment là, on a la construction d'une ville et de pratiques urbaines et d'urbanité par les réfugiés eux-mêmes. Et on le voit en miroir, l'exemple qui a été pris par le HCR et par les autorités jordaniennes quelques années plus tard sur le camp d'Azraq, c'est en fait de rendre impossible tout ce qui a été fait à Zaatari à Azraq. En fait, comme les gens déplaçaient leurs habitations, ils les ont coulées dans le béton pour que les gens puissent plus les déplacer. Comme les gens coupaient les caravanes, ils ont interdit toute modification du bâti. Comme les gens se rassemblaient autour d'espaces communs et de sociabilité, ils ont éclaté le camp en petites entités très très loin les unes des autres, sans connexion et sans lumière et sans route, pour que les gens ne puissent pas se déplacer d'un village à l'autre. Et donc ils ont créé un contre-modèle exactement aux antipodes de ce que les réfugiés avaient créé par eux-mêmes. Et donc on a deux réalités, deux camps qui existent. Le camp d'Azraq, qui est un camp vide, qui est une vaste prison à ciel ouvert,
qui a en fait été créé comme le camp modèle. Et alors là, évidemment, comme tu le disais, c'est un camp qui respecte tous les critères du développement durable, puisque l'énergie est solaire, tout est en recyclable, matériaux, machin, et ensuite, au niveau des standards internationaux, c'est un camp qui remplit toutes les conditions les plus... c'est même les camps 5 étoiles, camps modèles, et ainsi de suite. Et en fait, socialement, c'est le pire des camps, puisque c'est une prison à ciel ouvert pour les gens. Alors, en plus, on l'installe sur un terrain militaire, comme ça, on est sûr que personne ne pourra y aller. À l'extérieur. Donc voilà, on a vraiment... je crois que le camp de Zaatari, c'est l'exemple le plus flagrant de ce que j'ai pu voir sur une période de pas de temps, de 3-4 ans, d'appropriation par les habitants en lutte contre toutes les institutions qui les gèrent. On peut dire que les villes nouvelles qui ont été construites au Maroc, en Algérie, c'est exactement la formulation de ce camp-là par rapport aux quartiers informels, qui sont des quartiers moches, si tu veux, mais vivants, où il y a des sociabilités, où il y a une animation, où il y a des polarités, où il y a des conflits. Hein. La ville nouvelle, elle est absolument atroce. Elle est invivable. Hein, en plus, moche. Mais elle est moche, elle n'a pas de vie. De toute manière, les gens peuvent pas... Non, ce que je veux dire, les quartiers informels moches... Non, les quartiers ça dépend lesquels. Hein. Oui, non. Non, mais là où tu as raison, c'est que la loi en Syrie, entre 1960 et 2008, a intégré dans les critères, il faut détruire tout bâtiment qui, donc il y avait le domaine public, etc., et laid et moche. Oui, mais je ne parle pas de télécommunications, l'éthique, l'esthétique comme facteur de politique urbaine. Mais non, c'est pas moche, c'est moche pour certains. Mais en fait, il y a parfois de l'habitat vernaculaire qui peut être très chouette, avec des céramiques. Au Maroc, des élites, je n'ai pas les élites traditionnelles, des formes de céramique, etc. Ça peut être des fers forgés, ça peut être bien fait, hein, avec les moyens des gens. Mais pour la bourgeoisie locale, etc., pour les autorités, c'est moche. Hein. Donc c'est au nom de ce que c'est que quand on voit l'évolution des tentes jusqu'à la petite ville, le quartier, etc. Enfin, la butte aux Cailles et Montmartre, c'était comme ça hein, au départ. Et sauf qu'après, ça a été muséifié, etc. Et aujourd'hui, c'est là que vont les touristes. Oui, c'est beau. Ouais. Eh bien, merci beaucoup à vous quatre. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire, puisque si on suit un peu les travaux aussi de Michel Agier, qu'on a cité pas mal déjà hier, qui nous parle d'un encombrement du monde, je pense qu'on n'a pas fini de parler de la question de la mobilité et de l'accès au logement. Donc, je pense qu'on aura sans doute encore l'occasion de revenir sur ces thématiques au CAREP de manière régulière. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci à vous, puis merci à Pierre d'avoir pris le temps de partager vos recherches avec nous aujourd'hui. C'est vous et Carême qui vous remercie. Oui. Eh bien, merci aussi à celles et ceux qui nous ont suivis en distanciel, quel horrible mot, mais on va être obligé de continuer à l'utiliser. Et aussi un grand merci à celles et ceux qui ont fait l'effort pour venir et pour nous soutenir moralement aujourd'hui ici dans la salle. À bientôt.